Trace de break est une présentation des stations Arnois. Faites le plein d'aventures. Et d'Ocase, premier sur les opportunités. Salut tout le monde, c'est le début de, je l'espère, une longue saison ou une longue vie. Ce podcast Trace de break avec nos trois amis ici présents. Richard Turcotte, je me présente, animateur. J'ai animé quelques shows de chars équipés pour rouler, les pires chauffeurs québécois. C'est pas venu tout seul, c'est parce que je trippe vraiment auto. J'en ai eu quelques-unes dans ma vie. Pas autant que mes deux amis ici, mais ça me permet d'avoir de l'inspiration, d'être avec eux autres. Carl, toi, des autos, t'en as eu quelques-unes, t'en as piloté plusieurs. On a dépassé le 150 voitures il y a quand même quelques années. C'est vrai. Donc, une petite passion pour l'automobile, pour le pilotage, pour la cascade, bien sûr, cinéma, commerciaux, conduite de précision. Donc, on aime ça, les autos. Ouais. On en mange des autos. On se met de la crème solaire, mais c'est de l'huile. On apprécie ça et c'est pour ça qu'on est une belle équipe. Ouais, Pat, toi, c'est au niveau de l'achat et de la vente, t'es dur à battre. Je pense que tu bats Carl. Peut-être, mais tu sais, j'ai arrêté de compter, ça fait une couple d'années, Richard. À un moment donné, à force d'avoir les histoires de chasse puis le palmarès de plus en plus, le panache pouvait plus être plus grand que ça. C'est ça. Puis moi, je me décrirais plutôt, tu sais, comme un acheteur qu'un vendeur. Okay. La vente a été une conséquence logique à mes trop nombreux achats. OK, pour en avoir d'autres. Voilà, pour en avoir d'autres et consommer encore et vivre des expériences incroyables. Mais t'en as acheté partout, t'en as vendu partout. Il t'est arrivé une tonne d'aventures parce que, outre acheter et vendre des autos, tu vas dans des endroits juste pour voir des autos à la limite. Différents événements, je pense que, tu sais, honnêtement, on est tout un peu comme ça. Si tu as du temps libre, tu t'en vas quelque part en vacances, que tu accordes une importance à un secteur d'activité ou à un domaine, tu vas prendre du temps pour aller consommer ce qu'il y a sur place. Ouais. Je pourrais dire, en ce qui me concerne, je fais pas que consommer ce qu'il y a sur place, je vais créer l'événement pour y aller. Je comprends. Fait que ça laisse place à plein d'anecdotes. On va avoir plein d'invités. On espère que vous allez nous suivre. Hein? Et on commence aujourd'hui. On est content que vous soyez là. C'est le premier épisode avec une légende vivante. Absolument. On peut se le dire. Bertrand Godin, bon podcast. Hey, c'est fait. C'est fait, c'est vrai, ça commence là. Bien content de vous retrouver. Bertrand Godin, qui est notre premier invité. Salut Bertrand. Salut les gars. Là, on défriche, là, nous autres. Là. On n'a jamais fait ça, là, ce podcast-là. OK, il n'y a pas de trace de break encore. C'est là. On s'en occupe. Ça me serait tardé. C'est drôle parce que, racontons un peu l'histoire, d'où ça vient, ça, notre podcast. Ça fait combien de temps, Pat, t'as une bonne mémoire là-dessus, ça fait combien de temps qu'on s'est rencontrés pour la première fois pour parler de ça? Ben, ça doit faire, je dirais, c'est quand tu voulais vendre une de tes vieilles bagnoles. Une autre? Une autre parmi tant d'autres, j'oserais dire 5 ans environ. Ouais. 5 ans déjà? Ouais, déjà. Écoute, juste avec la pandémie, les gens partant, on a brûlé quasiment 3 ans. Puis c'était avant ça. Fait que l'idée, Bertrand, c'est qu'on se cale, tu sais, puis lui, quand je l'ai entendu parler de char, j'ai dit, OK, c'est un crinqué. C'est Carl qui me l'avait pistonné pour une vente. J'ai dit, OK, ce gars-là peut te raconter des histoires de char. Fait que j'ai dit, on va faire un test, on va aller dîner, on va jaser. Ça se peut-tu faire un podcast? On a parlé pendant 1h30 de char sans aucune note, là, je veux dire, juste comme ça, j'ai fait comme moi. Ça se pourrait, finalement. Jusqu'à ce que la serveuse s'impatiente et nous demande de commander. On t'a rendu au souper. En tout cas, on n'est pas là. Fait qu'on s'est dit, crime, on va recevoir un gars qui est habitué de parler d'auto, t'en as conduit en masse aussi, t'en as piloté en masse aussi. Oui, mais on se dit tôt que j'aurais pu en piloter plus, mais disons que oui, je suis gâté. Oui. Là, on sort du salon de l'auto. Au moment où ça va être diffusé, on va être encore en plein salon de l'auto. La dernière journée.
Carrément. Oui, OK. OK. Mais peu importe. Ah, de toute c'est façon, bon. qu'on écoute ça n'importe quand, tu es bien impliqué, toi, là. Ah là-dedans. oui, écoute, pour moi, ben, le salon de l'auto, c'est vraiment le Noël d'automobile. Hein. Je trouve que ça donne bien, ça part bien l'année. Et puis, ben, depuis 2002, que j'ai eu la chance là, de promouvoir le salon de l'auto. Et puis, c'est une belle équipe, c'est une équipe de passionnés qui font des pieds et des mains pour faire en sorte qu'il y a des thèmes, que ça soit vivant, que les gens De soient se renouveler satisfaits. d'année Oui. en année aussi. Tu peux pas juste mettre des chars là et dire... Oui, parce que si on remarque là, entre 2002 et aujourd'hui, là, disons, les mentalités ont vraiment changé. Et... Alors, je ris parce qu'on en parlait un peu avant de commencer le podcast. Pat, t'en avais long à dire sur le fait que les mentalités ont changé. Toi, tu viens du Lac-Saint-Jean. Ben, tu viens de Québec, mais Je suis t'habites... natif de Québec, mais j'habite au Saguenay, effectivement. Ouais. OK. Tu parlais d'histoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, entre autres, là? Ben oui, ben c'est ça. Vas-y Ouais. donc. Je suis pas sûr que c'est une réputation à laquelle je veux nécessairement qu'on colle encore, Les Richard. temps tu sais. changent, les temps Exactement, c'est ça. Tu sais, je disais plutôt... c'est pas factuel. J'ai pas d'exemple précis ni de nom à nommer. Je tiens à le souligner. Mais ça reste quand même qu'il y a une époque où on voyait des boys qui se rassemblaient dans un garage autour d'une table comme c'est là, ou autour d'un sofa, qui prenaient une bière, 2 bières, 3 bières, 4 bières, puis qu'après ça, ben, on se disait tout, on va aller essayer un char ou pas, tu sais, puis on est vraiment, mais plus là, tu sais. Puis Bertrand, je pense qu'il a mis l'exemple, la bonne expression, il a mis le doigt dessus, dire à une certaine époque, on louangeait des comportements qu'on condamne maintenant. Oui, c'est sûr. Et tant mieux, d'ailleurs. Et tant mieux, tout à fait. Ça. Ouais. Parlant du salon d'auto, toi, t'es là aussi, Carl, de ce Oui, temps-là? tout à fait. Puis en plus, on a le Rallye 4, là, notre machine de course québécoise là, qui est là au 5e étage. Fait que c'est une grosse fierté de concevoir, bâtir une voiture et de l'exposer au salon. Disons que ça fait battre le cœur un peu. OK, mais là, on va plus en détail parce que c'est quoi cette affaire-là? T'es impliqué comment là-dedans? Puis ça ressemble à quoi comme bolide? Bien, copropriétaire de Rallye Kart avec 2 partenaires, une folie totale. On aimait les courses monotypes, donc des véhicules qui sont tous identiques pour être capable de performer. Mais souvent, les courses monotypes, c'est des voitures pas très rapides. OK. Fait que là, ce qu'on voulait, c'était une vraie machine de course, une boîte séquentielle, moteur de moto Suzuki Hayabusa, un châssis tubulaire de c'est monoplace, un différentiel de course là-dedans, nomme-les. Donc, Regarde sa face! on l'a conçu, on a fait toute l'ingénierie, puis là, on a une toute nouvelle génération qui est arrivée, puis on a l'honneur de l'avoir au Salon de l'Auto de Montréal. Écoute, c'est des enfants avec les frissons, là. Mais le but, c'est quoi? C'est de faire un circuit puis de faire des courses avec ça, de conduire ça dans la rue? On dirait que j'ai de la misère à comprendre. C'est une voiture qui est capable de rouler l'hiver, neige-glace, l'été sur gravier, sauter, mais qui est surtout performante sur asphalte. Et les premiers clients, c'est des gens qui font des journées de lapping. Donc, tu prends ta voiture, tu vas sur la piste, tu t'amuses, mais souvent, c'est des Porsche, c'est des Ferrari, c'est des McLaren, donc des voitures dispendieuses. Si tu as un accident, tes assurances, souvent, vont pas payer. S'ils paient, tu vas avoir un Carfax épouvantable, fait que ton auto sera plus revendable. Donc là, tu t'achètes une voiture de course qui coûte au pire 85 000, donc 3-4 fois moins cher que les voitures qui roulent. Si tu as un accrochage, ça va coûter 4-5 000 à réparer. Puis ta saison complète va te coûter 5 000 de consommables, alors que si tu as un Porsche, un Ferrari, bien 5 000 c'est ton premier ensemble de pneus. On n'a pas parlé de frein, on n'a pas parlé de rien d'autre. Okay. Donc, on amène une solution. Puis déjà, des distributeurs Mexique, États-Unis, on est en train d'ouvrir l'Espagne, la France. Wow. C'est encourageant là, pour le Québec. C'est quoi ton rêve avec ça, toi? Ça à part faire de l'argent. On va commencer par reprendre les investissements. On va penser à en faire. Mais, refaire ton argent? Ben, le rêve, c'est que ça devienne une marque mondiale qui est vraiment connue et reconnue partout, mais que ça soit encore conçu, tous les nouveaux modèles au Québec, assemblés au Québec, et que l'ingénierie se fasse ici, chez nous, par des Québécois. Bertrand, as-tu déjà essayé ça? Non, mais c'est ça que je disais. Il y a des autos que j'ai pas encore essayées. C'en est une. Wow. Mais en même temps, je trouve ça génial parce que dans le fond, c'est un peu ce que la Formule Ford a fait à un moment donné. Ils ont fait un châssis qui coûtait pas trop cher et puis ça a été extrêmement populaire. Et c'est ça qu'on a besoin aujourd'hui, là. C'est vraiment un besoin qu'on a, là. Ben, pour garder le sport automobile vivant. Oui. Si tu veux que ce soit à portée des financières de certaines personnes qui ne sont pas des pilotes professionnels, mais qui ont quand même des aptitudes, ben, il faut que tu rendes ça accessible. Ben, moi, tu sais, je suis monsieur tout le monde. Jamais, si j'avais un char de quelques centaines de milliers de dollars, jamais j'irais sur un circuit. Ça ne m'intéresserait pas. Peut-être, je dirais, comment dire, poliment, j'irais. Juste pour tester un peu jusqu'où va la machine, mais
pas pour aller repousser les limites, puis après ça, me retrouver dans le ditch. On dirait que j'ai pas cette notion-là d'aller aussi loin avec le danger. Je suis pas une arme de pilote non plus. Là. Le problème des gens qui ont ces voitures-là, c'est qu'à un moment donné, ça devient ton niveau minimum d'accélération, de freinage, de tenue de route. Tu veux pas aller en bas de ça, mais tu es tanné aussi de dépenser des fortunes. Ouais. Donc, quand tu es capable d'avoir un véhicule qui répond à ça, parce que ces gens-là n'iront jamais, par exemple, dans une Formule 1600, parce que tu as une puissance qui est plus modeste, ça demande une finesse extraordinaire, un doigté pour aller vraiment vite avec une 1600, alors qu'avec un Rally 4, ben, tu peux aller excessivement vite, avoir l'air d'une superstar, mais sans nécessairement avoir le talent Bertrand. J'aime bien son sourire. Mais Cool. On laisse la boîte à savon à Bertrand. On a roulé ensemble en Suède. On avait fait des tests. Bien, ça. Puis j'étais... Moi, d'habitude, j'embarque jamais passager parce que j'ai mal au cœur. C'est Oui, on l'a vécu, ça. Vraiment triste, incapable. Mais j'étais avec Bertrand, puis j'ai dit, avec Bertrand, peut-être. Puis finalement, non seulement j'avais pas mal au cœur, mais j'étais à côté, puis je regardais sa finesse, son doigté, tout ce qu'il faisait. J'étais là, la mâchoire par terre. On était sur neige, glace, toutes sortes de conditions. C'était beau. J'avais l'impression d'être témoin d'un spectacle, mais à l'intérieur du véhicule. Fait que je te le dis, c'est dans mes très, très beaux souvenirs. Je me souviens de ce voyage-là. On n'a pas été longtemps non plus. Non, c'est, disons qu'on a manqué de sommeil, mais tu te rappelles de l'ingénieur allemand? Oui. Oui. Mais quoi? On fait des tests, mais la plupart parlent anglais, donc tout va bien. Attends, vous faites des tests pour quoi? Juste pour être sûr qu'on va... C'était pour un véhicule, c'est un BMW X-Drive à ce moment-là. OK. Et là, bon, on t'enlève le système de traction stabilité, bien sûr. Vous autres, c'est les premières affaires que vous faites en embarquant d'un dérapage. char tout le temps, anyway. On s'amuse, on dérape. Puis on arrive à un endroit où est-ce que l'asphalte est chauffé à certains endroits. Donc, tu as de l'asphalte très, très chaude. Et ça fait un peu comme un jeu d'échecs. Fait qu'asphalte chaude, glace bleue, asphalte. OK. Donc, on arrive au départ. Et là, c'est moi qui conduis. Bertrand est à côté. L'ingénieur nous crie quelque chose en allemand qu'on ne comprend pas. Là, je dis, mais si je donne du gaz, on passe à la glace bleue. Je dis, je peux pas arriver sur de l'asphalte chaude. Je vais tout détruire. Je pars assez lentement. On revient et là, il hurle après nous autres. Là, je repars encore plus lentement. Je dis, mon Dieu, ça y est, j'ai exagéré. On va se faire mettre dehors. On revient, puis là, il se pète la corde vocale. Là, je regarde Bertrand, je dis, là, ça va faire. Je mets le gaz au fond, les roues doivent spinner à 270, on rentre sur l'asphalte, ping, bang, bang. On revient, cool. Là, il était content. C'est ça qu'il voulait? Oui, c'est ça qu'il voulait. Ouais, il te traitait de mauviette, dans le fond. C'est le contraire, finalement. Complètement. Là, mais wow. le plaisir qu'on a eu, puis on a des styles de pilotage différents. Puis les deux, on regardait l'autre faire, mais moi, j'étais BA. Là. Toi, est-ce que t'es au niveau du copilotage, as-tu mal au cœur comme lui? Tu viens-tu les yeux dans la graisse de Non, parce que regarde, quand t'embarques avec un gars comme Carl... Oui, mais avec Monsieur Tout-le-Monde, Madame Tout-le-monde? Non, non, je suis parce que lui, pas, c'est immanquable. Là. moi, je l'ai freezé un petit peu à quelques reprises. Là. Non, mais les yeux dans le vide après un tour, là, c'est fini. Là, ben, on a perdu. Je dirais que depuis 13 ans, là, depuis que j'enseigne à l'École nationale de police, bon, souvent, j'ai été assis à droite et puis c'est arrivé souvent des sorties de route. Puis pendant la sortie de route, je disais, hey, t'as-tu vu qu'est-ce que t'as fait? T'as-tu ressenti? non, donc, moi, je veux faire découvrir des choses. Là, moi, je leur ai dit ça, mais avec des sacres. Non. J'essaie d'enlever carrément le côté facteur humain, stress, pour que les gens puissent sentir les choses. Parce que des fois, quand tu es sur l'effet du stress, tu es juste émotif. Tu n'as pas réalisé du tout ce qui s'est passé. Finalement, c'est pour ça qu'il y a des gens qui sortent de route, puis là, ils vont voir un danger là où il n'y en a pas, là où il y en a, ils ne les verront pas, tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris. C'est pas juste des mots, c'est des sensations, c'est de savoir comment tu as géré les transferts de masse, c'est justement la manière dont tu vas agir avec la voiture, que la voiture te parle. Donc, plus tu es en douceur, plus elle va te parler en douceur. Ça veut pas dire tu ne comprends pas quand tu abrasses un peu plus. Là, et c'est ça qui est fort intéressant du pilotage. Moi, je comprends tout ce que tu as dit, mais au niveau pas professionnel, parce que j'ai animé pendant 5 saisons les pires chauffeurs québécois. OK. Oui, bien, c'est ça. On y a goûté. Je sais, j'ai vu l'émission. On a vu. Non, c'est incroyable, mais je regardais ça. Les gens, souvent, savent pas.
quoi regarder à quel moment. Tu sais, S'ils le savent pendant une seconde, ils l'oublient la seconde d'après. Oui. Donc, oui, parce que là, trop de notions. Tu sais, même des fois, il y a des gens qui disent comprendre. Finalement, ils ont compris à leur façon. C'est pas de la mauvaise foi, c'est qu'il faut les recadrer puis dire non, regarde, c'est ça. Ah, OK. Tu sais, souvent, là, les gens qui arrivent en retard au freinage, ils disent tout ah, j'arrivais trop vite. Mais non. J'ai dit on pourrait arriver à 300 km/h, freiner à temps. Tu arrives à 76 km/h, tu freines en retard. OK. J'ai dit tu as déjà joué à Tetris? Oui. Bon, mais Tetris. Quand ça commence à s'empiler, tu as l'impression que ça va vite. Ça va pas plus vite. Tu as moins de distance pour voir, analyser, passer à l'action. C'est ton jeu visuel qui est problématique. Fait que là, on leur cadre. Puis là, après ça, quand je leur dis quoi regarder, ils disent hey, j'ai l'impression d'aller plus lentement. Mais c'est parfait. Ça veut dire que ton cerveau a le temps de calculer. Parce que la conduite, là, c'est simple. C'est de la géométrie en déplacement. Fait que si tu n'as pas le temps de calculer, oui, c'est bien de valeur. Oui, bien, tu ne seras pas précis. Puis si tu n'es pas précis, tu vas être dans le clou. Quand tu parles de géométrie, là, c'est une grosse boîte rectangulaire. Hein? Ce que tu enseignes, c'est bien ça? Des Grandes Victoria et des Impala, c'est effectivement. Ouais. Ah, tu parles à l'Institut de police. Des belles grosses géométries. Mais ce qui est intéressant à ça, parce que la technique, c'est bien beau, mais quand tu rembarques là, avec tout ce que ça représente être policier, parce que les policiers ont quand même beaucoup d'exemptions en conduite d'urgence. Donc, ils ont le droit d'aller plus vite que la vitesse permise. Ils ont le droit de passer sur un stop, une lumière, mais pas n'importe comment. Donc, à ce moment-là, ça devient une conduite de jugement, discernement. Et c'est de prendre le temps d'analyser les citoyens. Tu ne gères plus des lumières, tu ne gères plus des lignes, tu gères des gens. Donc, elle est verte, il y a du monde, ralentis, méfie-toi. Tu sais, échange visuel, ces choses-là. Donc, on emmène ça beaucoup. C'est un autre apprentissage, là. Oui. Pas juste apprendre à conduire, là. Et quand tu rajoutes la communication radio à travers tout ça, des fois, moi, j'ai du fun. Je leur emmène à dévier l'attention. Puis là, ils réalisent que juste le fait d'avoir pensé dans le mauvais ordre les éléments, t'emmènes une situation accidentogène. Mais là, raconte-nous quelque chose là, qui se raconte ici dans le podcast, de toute façon, on est entre amis, mais que tu as vécu à l'Institut de police, là, que tu dis, OK, ça, c'était spécial. C'est parce qu'à un moment donné, on faisait du dérapage. et puis là, les élèves avaient de la difficulté à bien synchroniser la trajectoire. Fait que quand il arrivait, il donnait un coup de volant, puis vu qu'on utilisait un système qui s'appelle Easy Drift, c'est des anneaux de polymère sur les roues arrière. J'ai ça à la maison. T'as ça à la maison, c'est vraiment génial. Avec les pires chauffeurs. Et là, du moment que tu donnes un coup, ça part comme si tu étais à 170 km/h. Fait que là, les élèves avaient de la difficulté. Moi, j'étais assis à droite. J'ai dit, vas-y, là, je vais tenir le volant. On le faisait, j'étais en dérapage. Avec le téléphone, vous filmez. Les élèves étaient là. Ben voyons donc. Un bras passager. Un bras passager. Wow. Mais tu sais, c'est pour ça que, tu sais, à un moment donné, on vient qu'on comprend ce que la voiture peut faire. On sait qu'est-ce qu'il faut prioriser. Fait que, mais c'est en même temps, c'est là que je vois qu'on a beaucoup de travail à faire pour améliorer. Puis une chance qu'il y a des gens comme Carl qui enseignent de la conduite avancée aussi pour faire en sorte que nos jeunes soient plus en sécurité. Parce qu'à chaque fois que j'entends dire faut adapter notre conduite, il est où le cours d'adaptation de la conduite? Il est là, il est dans Claude Bourbonnais, Icar, Mécadlis. Oui. C'est là. Je peux te dire que j'ai des amis de familles policiers qui ont été étudiants avec toi, puis ils n'en revenaient pas à quel point ils ont appris. Parce que souvent, tu es un peu coq, tu as suivi 3-4 cours, tu as déjà été un peu sur une piste, puis là, tu as Bertrand Godin comme instructeur, et il réalisait à quel point il était un peu trop coq pour le savoir qu'il y avait à ce moment-là. Mais est-ce qu'ils s'en rendent compte, tes élèves? Est-ce qu'ils te le communiquent ou ils le disent juste en dehors de l'école à quel point tu les as aidés? Ah ben écoute, on est une belle équipe à l'École nationale, puis tous les instructeurs ensemble, on évolue, le cours évolue tout le temps. Je vous dirais que si on regarde le 13 ans par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, c'est complètement un monde différent. Et puis, c'est vraiment génial. Puis oui, on le sent parce qu'on le voit là. Tu sais, la première chose qu'on fait avec eux autres, c'est un freinage d'urgence. Parce qu'on voit des gens qui auraient pu freiner le véhicule et ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ne savaient pas. Donc, la conduite, c'est des connaissances associées à l'observation.
Mais il y a les facteurs humains. Vu qu'ils l'ont jamais fait, là, quand on leur dit on est sur circuit, on va le faire 80, là, t'es vois, puis on va sacrer les freins dans le fond. Là, après ça, je leur dis on va le faire à 110 km/h. Là, le surplus de salive dans la gorge. Là, je dis, vous êtes nerveux, hein, parce que vous ne l'avez pas fait. Une fois, vous allez l'avoir vécu, vous allez comprendre ce que la voiture fait, puis vous allez voir, le stress va s'en aller. Puis quand il va arriver quelque chose sur la route, dans ta tête, tu vas dire, je suis capable de le faire. Parce que première affaire, quand ça part en dérapage, il ne faut pas que tu dises, oh non, ça part en dérapage. Il faut que tu dises, all right, ça part en dérapage. Hein? C'est ça qu'on dit. Étape 1, tu fermes les yeux. Étape 2, tu mets les freins. Étape 3, 9, 1, 1. Mais c'est drôle que tu dises ça parce qu'avec mes enfants, j'ai fait exactement ça, moi. Je leur disais, là, on était dans les cours, il y avait 5-6 ans, là, mais non, c'est pas vrai. Mais je leur disais, là, tu vas mettre le pied dans le fond, là, on était dans une route sécurisée, puis en ligne droite. Tu vas mettre le pied dans le fond, là, puis t'arrêtes pas tant que je te le dis pas, là. Fait que là, tu vas savoir ton accélération de cette voiture-là que tu vas conduire ou tu vas apprendre justement à conduire. Puis quand je te le dis, tu fous les breaks, mais tu les fous totalement en regardant tout droit puis en freinant tout droit. Là, tu sais maintenant, ton auto, là, elle va de où à où en termes de freinage puis d'accélération. À cette heure, tu sais c'est quoi ton terrain de jeu, mais tu capoteras pas si jamais tu as à freiner brusquement à moins vitesse, une vitesse moins rapide. Je pense que ça a fait... Bon, ils ont pris des accidents après. Je sais pas si c'est le prof qui était pas bon. Je me permets de parler de ça. J'étais allé en France aux 24 heures du Mans cette année. Ça se place bien, mais non, je sais que ça se place bien. Bon, tu sais que tu vas revenir parler de ça dans le podcast. Oui, j'en parle pas tout de suite, mais c'est parce que tu as dit, il y avait 5-6 ans, non, mais des farces, mais j'ai vu là-bas, avec un Audi TT, un enfant, je te dis, 8-9 ans max, avec des échasses en dessous des pieds, driver un char sur une track, puis supervisé par ses parents. Ouais. Fait que c'est une question, tu sais, je veux dire, la culture de l'automobile, ça part aussi de la jeunesse, puis c'est un peu là que je voulais aller tantôt, puis je me posais comme question, puis je parlais de ça à un chum en fin de semaine. Je disais, j'ai l'impression que dans le temps de nos parents, tu sais, moi je vais dire les années 70, OK? Quand tu avais un 400 pouces cubes propulsion chaussée sur le polyglace, là. Même si tu étais notaire, il faut que tu apprennes à chauffer. Parce que l'hiver, tu mets ta vie en risque dès que tu sors. Je veux dire, ça prend des skills, là, me semble. Je me trompe-tu? Parce qu'aujourd'hui, oui, heureusement, les mécanismes de sécurité ont évolué, etc. Tout ça, le contrôle de traction, c'est plus aseptisé, les bagnoles se sont embourgeoisées, c'est plus gros. Mais avec ça, la conséquence, c'est qu'on a perdu un peu nos habiletés naturelles à contrôler ça, surtout en milieu hivernal. En 1974, il y avait 2400 décès sur nos routes. Le parc automobile était 4 fois moins grand. Mais écoute... Là, on a combien aujourd'hui? Écoute, aujourd'hui, 300, 400. Donc, ça tourne autour de beaucoup ça. moins de... C'est ça. 10 pour 4 fois. Mais c'est vrai que tout a évolué. La sécurité dans les véhicules a évolué. Les routes, malgré qu'on se plaint des nids de poules, ça a évolué. Il y a encore matière à amélioration. Mais tu sais, à l'époque, là, les enfants, c'est les genoux des parents en avant. Je me souviens, on nous a couché sur la palette en arrière. On dormait là-dessus. Puis, tu sais, c'était le bon temps. C'était le bon temps, mais le temps, on vivait pas longtemps. Mais toi, tu as commencé en kart de bonne heure aussi. Tu as commencé jeune. En kart, là, on parle d'âge de... Oui, ben non, j'ai pas commencé jeune parce que mes parents voulaient pas. Fait que t'aurais voulu commencer plus jeune. J'aurais voulu commencer plus jeune. Hey, moi, là, quand j'ai vu Gilles Villeneuve, là, j'avais 10 ans, puis je veux faire ça, mais là, je pouvais pas. J'ai essayé au baseball, j'étais nul. Au hockey, j'étais juste bon pour être poteau de gardien de but. Fait que là, à un moment donné, je me suis dit, bon, je suis allé faire du karting. Mais avant ça, j'avais eu ma première voiture. Avant de faire le karting? Avant de faire le karting, là, j'ai eu ma première voiture, un Plymouth Fury Sport 1977. Je l'ai eu 9 jours. Ça, c'était plus beau dans les années du film Christine. C'est ça, dans Dukes of Hazzard, là, voiture de police, là, ça ressemblait un peu à ça. 77. J'ai compris 77. Non, 77. Fait que il y avait des problèmes de tenue de route avec ce véhicule-là. C'était pas terrible. Fait que, et de frein, et de châssis. Oui, finalement. Mais c'était solide, hein? C'était solide. Pour pousser les paniers d'épicerie. Quand on est rentré à 170 dans le fossé, là, j'ai trouvé ça quand même assez intéressant de voir que la voiture n'a pas arrêté sec. Elle a fait une roulade.
Puis j'étais avec un de mes collègues de travail. Je travaillais dans une station-service. À l'époque, ben oui, il y avait des pompistes. On servait de l'essence. Et puis à minuit, je dis à Martin, parce que Martin, quand il m'a vu arriver avec l'auto, « Wow, Bertrand, super bolide, il faut que tu essayes ça. » Fait que pas de problème. Embarque, je vais te montrer. J'étais allé dans une petite route que je connaissais pas trop, 170 km/h. Mon Martin se tenait. Et puis là, ben, je voulais l'impressionner. Fait que quand j'ai rentré dans le virage, sa partie, c'est un skid. Là, on a rentré dans le fossé. La voiture a fait du nez au derrière, une roulade. Oh. Si bien que, je me souviens, on montait dans les airs, on retombait, on montait, on retombait. L'effet d'apesanteur. Oui, vraiment, je l'ai senti là, l'effet de la... Pas besoin d'être astronaute, là. Je l'ai vécu, moi, cette année-là. C'était-tu apesanteur, pas d'apesanteur, apesanteur? Oui, c'est ça. Mais c'est parce qu'on voit la différence. Oui, et plusieurs fois. Et là, quand ça s'est arrêté, j'ai regardé Martin, et puis par miracle, qui était pas blessé, mais était impressionné. Fait que là, après ça, ben, tu sais, puis quand t'as jamais rien vécu, là, puis moi, j'étais un gars très optimiste. Je me suis fermé les yeux, j'ai dit, peut-être, l'auto n'est pas trop endommagé. Quand il est sorti, l'auto était plié en deux, scrap total. Fait que j'ai retourné travailler à vélo. Puis là, je suis allé faire du karting, de location. Puis là, je me suis dit, hey, j'en veux un. Fait que... T'as réussi à t'affranchir de l'opinion de tes parents après avoir scrapé un char. Ouais, ben non, c'est ça, je n'ai pas parlé. On t'a dit, si on lui donne un kart ou s'il va vers le kart, il va lâcher les chars. Puis quand j'ai dit, je veux faire carrière en sport automobile, ils ont dit, t'es-tu malade? Regarde, t'as eu ton char 9 jours. Je comprends pas pourquoi mes parents ont dit la même chose. Ça se recadre. C'est un peu bizarre. J'ai dû attendre la majorité. Ben, moi, je l'ai acheté en cachette, mon kart. J'ai dit, garde. C'est pas celui-là que tu as racheté d'ailleurs? Il me semble que j'ai vu ça, ces réseaux. Non, j'ai racheté mon dernier kart. Une Formule 125 de 1991. Avec une coque, là. Oui, exactement. Parce qu'il y avait le 4 temps. Ça, c'est ce que j'ai acheté. J'avais fait 4 courses la première saison. La dernière saison, en 91, Gilles Boursier de la presse m'avait prêté un kart. J'avais fait la saison avec, qui a été revendu. Et Claude Bouchard, qui vend les produits Amsoil, l'a acheté. Puis à un moment donné, je rappelle Claude. Je dis, « Claude, t'as-tu encore le kart? » Il dit, « Oui, dans le garage. » Il serait-tu à vendre? Ah ben, à toi, oui. C'est quasiment 30 ans plus tard, là. Exact. Écoute, de reprendre le même kart, même piston, OK, on a fait une vérification. J'ai fait repeindre la carrosserie parce qu'elle était à l'extérieur pendant 20 ans. J'avais encore des autocollants originaux de l'époque. J'ai remis ça là-dessus. Écoute, je l'ai essayé à Saint-Hilaire. C'était Back to the Future. C'est-tu encore up-to-date dans le monde du kart? Non. Il y a 30 ans? Ah non, c'est vraiment l'évolution. pas. Écoute, l'évolution, surtout sur les pneus, parce qu'à l'époque, là, on avait des pneus là, qui étaient durs comme la table. Ben, c'est simple, ma dernière saison, j'avais fait la saison avec 2 sets de pneus. Ah, OK. Puis quand on voit le style de pilotage d'un virage, là, c'est tout en glissade. Puis c'est ça qui est plaisant. Par rapport aujourd'hui où ça colle tellement, tu as l'impression de conduire une locomotive. Là. Mais tu es toujours en train de mettre des pneus neufs, tout le temps. Ça, ça coûte cher. Les budgets montent vite. T'en connais un rayon par rapport aux pneus, on s'en fout. Ça de même. Dans le cas de la drift, c'était un peu voulu, par contre. Pneus par capita, je pense que dans le monde entier, c'est pas mal la palme d'or. C'est peut-être mon asthme aujourd'hui. Hey, là, on a commencé à parler de course, mais on a un bandeau, ou pas un bandeau, mais on a quelque chose, une thématique, là, ça s'appelle la course. Hein? On a-tu du budget? Premier épisode, mais on a déjà des bandeaux. Parlons de course, justement. Puis Carl, tu vas être interpellé, puis toi aussi, Pat, là-dessus, avec Bertrand. Faire un peu le bilan de ce que tu as eu comme carrière en termes de course. Tu en as piloté des genres de bolides différents, toi? Oui, dans différents circuits? Quand même, mais tu sais, c'est certain que si je regarde entre... je vais avoir pas loin de 250 circuits à mon actif. Parce qu'en France, il y avait tellement de circuits. Même, on allait faire des essais sur des circuits qu'on ne courait pas nécessairement. Mais tu sais, d'avoir couru le Bugatti Le Mans, Pau, le Grand Prix de Pau, Manico. Ça prenait du courage. Et Montlhéry. Montlhéry, c'était un anneau comme Monza. Je me souviens, on était là, comme si on était en avion. C'est simple. On était dans le haut, là, il y avait une pente là, de 35 degrés.
OK? Et puis là, tu regardais le virage en bas comme si tu étais en avion, puis là, tu plongeais comme un avion de chasse pour aller chercher des C'était à quel genre de bolide à ce moment-là? En Formule Ford. OK. Puis, Brisons les mythes, là, en partant. Pour avoir du succès en sport automobile, il faut être extrêmement riche. Bertrand Godin, qui a une carrière mondiale extraordinaire, est-ce que tu étais riche? et Colin, non. Non, ma première saison, je me souviens... C'était en Europe à ce moment-là? non, en karting. Même en karting, là, on part de là. J'avais fait juste 4 courses parce que j'avais pas d'argent. J'étais comme ça. J'avais ma petite Renault 5. J'avais une grosse remorque. Je mettais mon Tout le monde avait une Renault 5. kart. Tout le monde avait une Renault 5. Puis tu sais, je faisais sécher mes bas sur mes rétroviseurs. J'avais une boîte de carton avec une paire de pinces, un tournevis. C'était à peu près tout ce que j'avais. Et puis, quand j'ai voulu devenir pilote, je voulais faire Spénard David. Mais je me disais, Christy, si j'y vais, faut que je puisse gagner un volant, mais pas juste pour une course. Je veux une saison. Puis là, en Europe, il y avait Elf Winfield, fait que j'ai emprunté 8 000 $. Je me souviens, tu sais, tu arrives à la banque pour emprunter 8 000 $ à aller faire une école de pilotage. Écoute, j'ai été vraiment convaincant. Il m'a donné la main, signe fort 3 copies, pars avec mon 8000, content. M'en vais en Europe, je finis 2e. Il me manquait quasiment rien, mais bon, c'était à moi d'être plus rapide. Puis je m'étais pas remis en question, mais j'avais fait le meilleur temps en demi-finale sur toute parce qu'on était 450, de 450 à 25. De 25, je fais le meilleur temps. Puis là, tu sais, quand tu commences à croire en toi, là, je chiotte. Ben, c'est ça. Il y a toujours quelque chose qui te ramène à l'ordre en disant, ouais, j'aurais pu être plus haute que ça. Donc, ça a été une belle leçon d'humilité. Après ça, je suis revenu ici. Puis là, René Fagnan me rappelle, il me dit, ouais, il y a le volant Max Auto. Ouais, ben, combien ça coûterait? 3000. Christy, je l'avais pas. Puis je sais pas si la banque va me redonner 3 de plus. Entre-temps, ils sont tombés sur la photo du char qui avait scrappé dans le fossé, puis on disait on n'emprunte plus. Puis mes parents m'avaient dit, quand j'avais acheté mon kart, je l'avais acheté en cachette, puis quand mon père a vu le kart, il dit, je vais te donner un conseil, le grand. Compte pas sur nous autres pour t'aider là-dedans. Ah. Fait que là, quand j'avais besoin de 3000, j'ai vu que mon père était de parole. Fait que... il y a les grands-parents. Tu sais, il y a les parents, puis il y a les grands-parents. Oui. Et mes grands-parents avaient ramassé quand même de l'argent depuis que j'étais au monde, mais dans le temps, il y avait des intérêts. Tu sais, tu mettais de l'argent. Oui, ces affaires-là, de l'intérêt. Fait que, ils m'ont donné l'argent, puis là, je suis allé faire le volant, et là, on a gagné. Mais là, c'était pas tout. Une fois que j'ai gagné, il fallait que j'aille vivre en France. Mais il y a des compagnies qui nous avaient dit, Bertrand, si tu gagnes, pas de problème, on va t'aider pour que tu puisses vivre en France, que tu aies un petit appartement, une voiture, tout ça. Au Ritz, le Butler, le Fourni. Fait que je reviens ici, hey, coucou, j'ai gagné, coucou, c'est la récession, on pourra pas t'aider. Fait que là, je me retrouve avec ce prix-là dans les mains, et là, je me dis, il faut que j'y aille. Fait que je suis parti, je me souviens, j'ai pris l'avion avec 200 $ dans mes poches. Puis quand je suis arrivé là-bas, puis que j'ai dit au propriétaire de Miguel, Bertrand de Coster, il me dit, où tu couches ce soir? Je ne sais pas trop, il me reste juste 150 $. J'avais pris le train, tu sais. Il dit, viens à la maison. Mais j'ai rencontré, tu sais, on parlait d'argent. Qu'est-ce qui est plus important que l'argent? C'est les êtres humains que tu rencontres dans ta vie. Des gens qui vont t'aider, qui vont croire en toi, qui vont... Mais tu sais, c'est pour ça que quand je regarde l'innocence que j'ai eue, elle a une belle valeur, cette innocence-là. C'est-tu de l'innocence ou c'est de la candeur à ce moment-là? Je sais pas. Peut-être un peu des deux. Mais des fois, moi, je pense que c'est payant d'être soit innocent ou candide parce que quand on l'est pas, on ne croit pas à ces opportunités-là. Oui. Quand on est candide, à ce moment-là, c'est pas qu'on y croit pas, c'est qu'on y va. On fait simplement y aller. Oui. Ça arrive parfois. Oui, et c'est ça, c'est arrivé, mais... Tu sais, j'ai été vraiment béni parce que je vois des pilotes qui ont de grands talents et qui n'auront pas la chance que moi j'ai eue, par exemple. Quel courage et quelle semi-inconscience de l'avoir fait quand même. Oui. Il y en a beaucoup qui auraient dit, écoute, j'ai pas l'argent, tant pis, ça aurait pu fonctionner, mais. Puis c'est drôle parce que, tu sais, je me souviens quand j'étais chez Bertrand de Coster en France, j'étais tellement mal à l'aise en dedans. Je me disais, si je pouvais me casser un bras, une jambe, pour revenir. C'est comme si moi, je pouvais pas prendre la décision de dire, moi, je laisse ça aller. C'était impossible. Ça n'existait même pas dans ma tête. Tu sais, j'avais un billet ouvert, là. J'avais juste à prendre le billet, m'en retourner chez nous, là. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé à partir de là? À partir de là, on a fini 8e du championnat. Qu'est-ce qui est arrivé avant? Il y a Daniel Boismenu de Max Auto, qui était le commanditaire là-bas.
qui m'a dit quoi? T'es venu ici avec 200 $, mais nous autres, ce qu'on veut, c'est quelqu'un qui veut, puis tu vas voir, Bertrand va t'aider. Fait que j'avais un petit appartement où j'avais pas grand-chose dedans. Je mangeais du spaghetti midi et soir, mais j'aime ça. Et puis, je courais 10 km pour aller à l'usine parce qu'on fabriquait la voiture. Puis la première année, la voiture était en fin de développement. C'était la MT-02. On avait tordu le citron au maximum. Fait que Jean-Claude Silani, qui était l'ingénieur de piste, a dit « On va en faire une Formule Ford ». Fait que pendant l'hiver, il a conçu je me souviens, il m'a dit « Assis-toi sur la table, là. OK, où tu veux le volant, où tu veux le levier, l'ergonomie. » C'est capoté. Écoute, c'était tellement génial. C'est comme un sur-mesure, là. Oui. Puis là, ça l'avoir un petit peu plus à gauche? Ouais, OK. Puis il y a des gens qui m'avaient dit, Miguel, Bertrand, fais attention, c'est un cadeau empoisonné parce que tu gagneras jamais avec cette équipe-là. Mais moi, j'y croyais. Et puis, c'est drôle parce qu'à la première... on a essayé, la voiture a été terminée là, le jeudi avant qu'on aille faire les qualifications. On a fait un essai routier. C'est pas assembler une voiture existante, c'est la créer un char de course avec toutes les... C'est pointu, là. Oui, c'est pointu. Oui, puis on avait un radiateur en avant. Jean-Claude s'était dit, on va revenir comme les Formules Ford des années 60 avec un radiateur à l'avant pour que la voiture soit plus fine, plus étroite. Okay. Fait que la J01 était comme ça, et puis... Sinon, moi, je connais pas ça, mais sinon, le radiateur est où? Ils sont sur les pontons. C'est C'est côté. OK, donc, fait que ça élargit la voiture. Ça élargit, donc on voulait avoir quelque chose de plus raffiné. Par contre, quand on suivait, elle avait tendance à chauffer un petit peu plus. Okay. Mais n'empêche que première course, qualifie 7e, on finit 3e. Et deuxième course, on signe la pole. Et on gagne la course. Tu as vu que ça chauffait moins quand tu étais en avant? Oui, fait que je me suis dit, on va essayer ça en avant. Très bonne idée. Tassez-moi les cassés. Envers et contre tous. C'est moi le cassé. Fait qu'à partir de là, on fait la suite. Après ça, on a fini vice-champion. Vice-champion de France. Quand même. Mais c'est ça. Disons que ça jouait dur en France. Par rapport à ici, c'était une autre philosophie. D'ailleurs, ma première course, je me souviens, après avoir signé la pole, l'équipe adverse, le gérant est arrivé alors qu'on marchait suite aux réunions des pilotes. Puis il m'a dit, demain, tu ne gagneras pas. Je l'ai regardé. Oui, monsieur, demain, je vais gagner. Je te le dis, moi, que je vais gagner. Fait que je m'attendais à quelque chose. Puis justement, au départ, mon adversaire s'est envenu. Moi, j'ai mis mes mains bien comme il faut sur le volant. J'ai dit, viens-t'en. Paf! On s'est touché. Lui, il s'est emmené dans le décor. Moi, j'ai resté sur la piste, mais une chance, j'avais personne à côté parce que le choc a été violent. Mais tu t'attendais à ce qu'il y ait un impact? Je m'attendais à ce qu'il y ait un impact. C'est comme un plaquage, dans le fond, qui faire vraiment. Le double. On en voyait-tu plus à cette époque-là, des gestes, disons, antisportifs? Puis là, je vois ça. Là. Mais... Oui, écoute, par rapport en Amérique, c'était beaucoup plus propre. Où c'était plus propre? En Amérique. OK. Oui, on était beaucoup moins tolérants vis-à-vis ces choses-là. D'ailleurs, je me souviens, on a terminé deuxième du championnat à la fin de l'année. Puis l'année d'après, celui qui était mon coéquipier, Harry, s'est en allé chez justement le gérant qui m'avait dit « Tu ne gagneras pas ». Première course, il me sort de piste. Puis là, Christy, j'étais pas bien content cette fois-là. J'ai dit, garde, prochain coup, je te jure, que je bougerai pas. Fait que ce qui devait arriver, au Paul Ricard, on arrive, mais garde. J'arrive au freinage, ma roue est juste devant sa roue arrière. J'ai freiné un petit peu plus tôt, puis... un petit peu, puis j'ai dit ça, c'est la monnaie de la pièce. Mais lui, il était pas chanceux parce que quelques courses avant, il avait asséné un coup de poing à un adversaire. OK. Fait qu'il était sous probation. Fait qu'il ne pouvait pas me frapper. C'était rassurant. T'avais ça de moins à régler. Wow, OK. Fait que ça jouait dur. C'était le contraire du hockey, finalement. C'était plus tough là-bas qu'ici. Disons que les mises en échec, il y en avait. OK. Et moi, je me souviens, je fais une petite aparté sur la course, mais je me souviens d'une anecdote avec toi. On faisait un tournage, je me rappelle pas pour quelle émission de télé, puis on était avec Mike Ward. Okay. Je pense qu'on était à l'Autodrome de Granby. Ah oui. Puis on était dans des vieux chars, stock car, pas rapport, là. Puis on faisait faire un tour à Mike parce que Mike ne conduisait plus à cause qu'il y avait eu un accident, puis il avait bien peur. Ouais. Je sais pas s'il a repris le volant depuis ce temps-là. Fait qu'on lui faisait faire une ride. On peut pas vraiment dire ça, il y a un spider. OK, ouais. On sait pas s'il a repris le volant comme tel. Ouais, je comprends ce que tu faisais. Je pense qu'il a fait une thérapie aussi. Ouais, mais c'était vraiment traumatisé.
Puis là, c'est ça, on se promenait, c'était comme une genre de pseudo-course. Puis toi, tu t'amusais à venir coller la voiture sur l'autre. Mais Mike, je dis, il était dans tous ses états. 2 chars qui se touchent, quand tu connais pas ça, c'est comme la fin du monde. Mais 2 chars qui roulent puis qui se touchent, c'est quasiment rien. Oui, à la même vitesse, il n'y a pas de trouble. Puis c'était 2 poubelles là, qu'on avait, nous autres. Là, c'était pas... Lui, il riait, là, il y avait du fun. Là, puis Mike était comme blanc. Ben, il est déjà blanc, tu vas me dire. Mais c'était assez... Mais vous aviez pas une anecdote là-dessus, d'ailleurs, le char qui se touche, outre celle que tu viens de nous raconter, on a jasé pas mal de courses dans le temps. Tu m'avais rappelé un de tes adversaires qui t'avait poussé pas mal dans le gazon, puis ça en est suivi un duel assez intéressant. Puis après ça, il y a eu le driver meeting où est-ce que tu as interagi avec lui. Oui. Ça, c'est magique. Là. Oui, je me souviens, ça, c'était en Formule Atlantique. On était en essai libre avec Jared Trader, l'ancien coéquipier de Patrick Carpentier qui était chez Lynx Racing. La grosse équipe. La grosse équipe. Écoute, j'arrive pour le passer, il me pousse dans le gazon. Moi, je le repousse après dans le gazon. Puis là, écoute, c'était pire que si on était dans une course où il y avait 10 millions de dollars de bourse. Et puis là, j'étais allumé. Je voulais... Ouais, c'est ça. Là, tu sais, je ressors de là avec... de hargne. Un petit peu de hargne, mais tu prends un verre d'eau, une respiration, tu te calmes un peu, puis là, tu te dis comment je pourrais tirer ça à mon avantage. Fait que là, on s'en va au driver's meeting, je m'en vais le voir. Hey, j'ai dit... It was fun. Là, il me regarde, c'était un peu rough. Ah, non, hey, j'adore ça, SV. Merci, man. Là, il s'est dit, qu'est-ce que ça va être quand on va être en course? C'est un freak. Comme dirait dans Slapshot, c'était un freak. De jouer cette carte-là, des fois, psychologique. Je l'avais faite aussi en Europe lors de la dernière course. Le gars qui était... On avait qualifié 8 millièmes en avant de la 2e position, qui, lui, pouvait peut-être finir 3e du championnat. Fait qu'avant la course, je m'en vais le voir. J'ai dit, hey, by the way, merde pour ta 3e place. J'ai dit, mais si t'essayes de me passer au premier virage, je te le dis, ça passera pas. Fait que bonne course. Hey, là, j'ai vu les yeux faire ça. Moi, j'ai rembarqué. Hey, peux-tu dire, quand j'ai bougé, il me l'a laissé à la place? Ah oui, OK, la game psychologique était déjà là, déjà entamée. Là. Oui. Puis, Pat, c'est toi qui as apporté ce cadre-là, justement, parlant de course serrée. Ah oui. Raconte un peu cette scène-là. Ben, en fait, la scène, je pense que je serais pas le mieux pour la raconter, mais je peux te dire, c'est quoi la scène? C'est en 97, si ma mémoire est bonne. Ouais. La rivalité Schumacher-Villeneuve, dans le temps où Villeneuve était champion du monde en 97. Puis après ça, ben, ça a été, rappelle-toi, dans les médias. C'est ce qui a décidé le championnat. Carrément. Puis j'ai acquéri ce cadre-là, puis c'est un peu pour ça que je l'ai amené. D'abord, il est signé par les deux, ce qui est assez exceptionnel. Ouais. Puis j'ai acquéri ce cadre-là dans un encan silencieux pour un événement caritatif que j'organisais qui était un défi karting. Fait que c'est un défi de go-kart que tous les corps policiers puis les agents de la paix du Québec se rassemblent. On récolte des fonds pour donner aux athlètes atteints de déficience intellectuelle. Wow. Puis le président d'honneur de ça, tu sais c'était qui? Non. C'était Bertrand. C'est ça. Tout est dans tout, hein? Ouais, tout est dans tout. Mais pour la scène, je pense que c'est un moment d'anthologie du sport automobile. Puis je vais dire québécois, mais ça reste mondial, on s'entend. Ouais. Bertrand, c'est quoi la scène que tu as vue en Formule 1 qui t'a le plus marqué, toi? Ah ben c'est certain, la victoire de Gilles. OK, si on prend un geste historique, c'est sûr que la bataille avec Arnoux, ça a été pour moi incroyable. Ça, c'était de la bagarre, c'était du respect, c'était vraiment de la limite, là. Tu peux pas avoir plus limite que ça, là. Donc, c'était une... C'est comme un chef-d'œuvre, hein? Quand tu regardes cette séquence, ben, c'est plus qu'une séquence, là, mais je dirais, mais des tours, là, tu regardes ça, tu dis, ouais, ça, c'est comme un masterpiece de ce que c'est le pilotage sans trop de... Ça restait propre, mais c'était à limite. C'était au standard d'aujourd'hui, c'est limite criminelle, c'est des disqualifications, c'est des 10 secondes de pénalité. Deux pilotes qui feraient ça aujourd'hui en F1, c'est la catastrophe après la course. Hein. Ben oui, puis et je peux vous dire que dans le GPDA, qui était l'organisation pour la sécurité des pilotes, tout ça, ça avait brassé pas mal. Les deux avaient été réprimandés en disant, regardez, à l'époque, bon, ça faisait pas longtemps, il y en avait 3 ou 4 qui se tuaient par année. Fait que c'est certain que... Mais Gilles Villeneuve, c'est ça qu'il avait dit. Il dit, regarde, si c'était à refaire, je refais la même affaire. Mais en même temps, c'est là qu'on voit qu'à l'époque, t'avais pas besoin d'une victoire pour te démarquer.
Tu sais, puis Gilles Villeneuve a eu seulement 6 victoires. Mais tu sais... Spectaculaire pour la plupart. Spectaculaire. On se souviendra aussi de sa victoire sa victoire, mais son podium à Montréal, alors qu'il y avait son aileron arraché en 81. Il a réussi à s'en débarrasser. On ne se souvient pas de qui a gagné, même si c'est Jacques Lafitte, là, je vous le dis. OK. Mais on se souvient tous que Gilles Villeneuve avait donné son 100% derrière le volant avec ce qu'il avait. Ouais. C'est ça qui est Puis, intéressant. tu dis avec ce qu'il y avait, moi je suis pas un pilote loin de là, mais les voitures de l'époque, ça n'a rien à voir qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas d'assistance, là, je veux dire. Puis, pour les avoir vus live au musée Ferrari, tu regardes la sécurité ou l'absence de, c'est incroyable que des gens étaient aussi vite avec des voitures aussi dangereuses. Là. Ah, c'est incroyable, mais tu sais, quand on parlait d'innocence, ben c'était comme ça. Je vais toujours me rappeler de ce que j'avais lu de Taddeo Nuvolari, qui était celui qu'on comparait un peu à Gilles Villeneuve, mais qui était dans une époque beaucoup plus avant Gilles. Là, c'était un pilote d'avant-guerre, Taddeo Nuvolari. Puis, bon, tout le monde se tuait là, dans ce temps-là. Puis là, le journaliste, il dit, tiens, comment tu fais pour embarquer dans ta voiture avant le départ, de même, là, tu sais? Il dit, toi, journaliste, comment t'aimerais mourir, toi? Ben, il dit, dans mon sommeil, dans mon lit. Et là, Taddeo Nuvolari, il dit, comment tu fais pour embarquer dans ton lit? C'est bon! Excellent! Fait que, tu sais, c'est ça. Ça faisait partie. C'était comme ça. On l'acceptait. Puis c'est vrai que la sécurité, même je me souviens, en Formule Ford, il n'a pas de sécurité beaucoup. Tu frappes un rail, là, tes pieds, je peux te dire qu'ils vont être fracassés, c'est certain. Et puis, les risques de blessures sont énormes, mais en même temps, c'est ce qui t'emmène à embarquer dans une voiture avec pas de la peur, mais du respect. Tu respectes la voiture, tu respectes la piste, tu respectes quand même tes adversaires, même si tu vas jouer des fois des jeux qui pourraient être dangereux, mais ça aussi, on le calcule. On dirait que ça ressemble un peu à des arts martiaux. Là. Comment il faut que tu te prédisposes quand tu vas faire un combat contre un adversaire. Il y a quelque chose de respectueux là-dedans, mais en même temps, oui, il y a des dangers. Tu vas être frappé. Oui, puis c'est pour ça qu'il faut toujours t'anticiper comment les autres vont être positionnés, c'est quoi leur avantage. Tu sais, c'est un jeu d'échecs à haute vitesse, puis c'est ça. Quelqu'un me disait, ouais, pour gagner, faut que tu prennes des risques. Non, faut que tu sois conscient. Faut que tu sois conscient vraiment de tout ce que tu vas pouvoir tirer profit. Et c'est là que ça devient vraiment... T'sais, parce que la vitesse, on la ressent pas. À 340 km/h, tu t'en rends pas compte. Même quelqu'un me parlait de vision tunnel, la vitesse cause la vision tunnel. J'ai dit, excuse-moi, mais j'étais capable de savoir où était quelqu'un dans les estrades à 300 km/h. Fait que j'ai dit non. Mais ça, c'est le talent aussi, puis c'est la pratique, l'habitude aussi. L'habitude, d'apprivoiser, oui. D'apprivoiser tout ça. Parce que c'est sûr que le facteur humain t'amène à être stressé, puis à... Regardez, mais si tu n'es pas stressé puis tu es motivé de vouloir voir large, tu vas voir large, il n'y a pas de problème. Puis l'effet de vitesse, c'est très relatif. Hein? Tu es en avion à 700 km/h, tu regardes en bas, tu te dis, coudonc, on avance-tu? Pourtant, fait que plus tu regardes loin, plus tu diminues l'effet de vitesse. Fait que c'est un petit peu ça. Fait que tu es en contrôle de tous ces éléments-là, sans le savoir. J'ai une drôle de question. Parce que, tu sais, souvent, les passionnés de tout aujourd'hui puis les collectionneurs, les gens veulent acheter des vieilles bagnoles des années 80-90 pour ressentir de quoi de plus analogue, de quoi de plus original, de plus communicatif. Les chars de course de ces années-là, est-ce que la sensation était différente des chars de course d'aujourd'hui? Ah ben oui. Parce que tu as repris le volant récemment au Grand Prix de Trois-Rivières, puis oui. Ah oui, bien, tu sais, puis en plus de ça, c'est pour ça que j'étais content de reprendre le volant au Grand Prix de Trois-Rivières en 2018 avec le groupe à l'infini. Hey, c'était un moment précieux. En plus, j'étais avec quelle voiture? Une Mygale. La même voiture avec laquelle on avait remporté la première course de la marque et qui coordonnait avec ma première victoire. Et c'était comme ramener la France un peu. Puis Carl était commentateur, commentait cette course-là. Et puis, écoute, c'était un rêve. D'ailleurs, c'est très difficile de commenter que le moton dans la gorge. Je peux te le dire. T'étais ému? Tu sais, tu vois un pilote que moi, j'ai vu jeune, puis que j'ai toujours admiré, puis qu'on s'est croisé après ça dans un paquet d'événements, puis quelqu'un que j'aime beaucoup, et que là, il revient après tant d'années, il y en a beaucoup qui le font pas. Parce que la dernière chose que tu veux faire, les gens ils vont retourner en course vintage ou des choses plus relaxes.
Mais là, Bertrand, il revient avec les coqs de 16, 17, 18 ans qui veulent se ramasser en IndyCar dans d'autres séries, qui sont prêts à prendre tous les risques du monde. Ils ont le couteau entre les dents. Et tu reviens début cinquantaine. Oui, bien, ça a été une belle opportunité. Ça peut être génial parce que tu as réussi à rendre tout ça génial, ce qui est extraordinaire. Mais aussi, tu aurais pu être 7-8e, puis le monde aurait dit « Ouais, Bertrand a vieilli, Bertrand est plus vite. » Et tu as pris ce risque-là, là, tu t'es mis en danger de ta réputation, de tout ce que tu avais, puis tu as ressorti, la crème monte toujours. Là, ben, c'est de faire les bons choix, parce que j'avais le choix de faire de la pétanque ou bien jouer au fer. Mais c'est-tu plus dur? T'étais pas bon en pétanque. Ouais, j'étais pas bon en pétanque. J'ai dit, bon, on retourne en course. Mais toi, trouves-tu ça plus dur piloter à ce niveau-là dans la cinquantaine ou alors que t'étais dans la vingtaine? C'est tellement différent parce que quand tu es dans la vingtaine, tu te mets beaucoup de pression inutilement. Okay. Puis cette pression-là, quand tu penses à gagner, tu penses pas à savourer le virage qui s'en vient. Oui, mais là, tu n'avais rien à prouver dans le sens où ta compétition, tu gagnes pas, à part ton honneur, ton ego. Ben, j'ai quand même une dose d'orgueil assez forte. Ben, c'est ça. Ça paraît mais ce que je veux dire, c'est que tu as été commanditaire. Tu vas pas survivre ou pas survivre. Non, exactement. Mais quand vous perd, là. Non, c'est en plein ça. Fait qu'il n'y avait pas cet enjeu-là. Sauf que c'est ça. Si tu veux pas avoir l'air d'un 2 de pique. Ben, tu veux pas avoir l'air d'un 2 de pique, ça c'est certain, mais même en même temps, avoir l'air d'un 2 de pique, tu sais, quand on regarde les jeunes aujourd'hui, ils sont bons. Ils sont nettement meilleurs même que je dirais qu'à la même époque. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, là, on n'avait pas des capteurs partout sur la voiture. Les seuls capteurs qu'on avait, c'était nos 2 fesses. OK? Puis là, il fallait que tu puisses dire, ouais, je pense que dans le virage là-bas, j'ai perdu 2 dixièmes. Je pense que dans le virage numéro 7, si j'avais placé la voiture différemment, j'aurais pu... C'était plus une question de sensation que de prise Aujourd'hui, les pilotes, ils regardent l'acquisition de données, ils disent « Ah ben oui, j'ai perdu 2 dixièmes là. Oh oui, effectivement, si je m'étais placé là. Ah oui, par rapport au tour d'avant où j'ai fait l'essai. Oui. » Donc, leur progression est beaucoup plus rapide. Ils comprennent beaucoup plus de choses qu'on comprenait à l'époque. Puis ça se peut-tu qu'ils puissent voir aussi 1 million de vidéos aussi disponibles par rapport à chaque piste? Session, tu regardes ton data, ta vidéo, puis là, tu corriges, puis tu l'as instantanément. Ouais. Et la simulation, le simulateur de pouvoir tester, tu sais, quand j'ai couru ces années-là, en 2019, il y avait Olivier Bédard, qui est un des meilleurs pilotes. Et puis, donc, j'avais quand même, tu sais, la réputation, c'est une chose. Mais il y a des jeunes qui n'ont peut-être pas de réputation, mais ils ont du talent pas à peu près. Ça relève de l'exploit. Là. 50 ans, ils ont le Grand Prix de Trois-Rivières. Je sais que tu es très humble, là, mais honnêtement, c'est... Quand j'ai appris ça, j'étais comme tout seul, tu sais, quand les Canadiens viennent de marquer, puis t'es là, dans ton salon. Là, j'ai pas 50 ans, j'ai 20 ans, plus 30 ans d'expérience. Ah, voilà. C'est comme nous tous dans nos différents secteurs. Hein? En passant, Richard, tu parlais de freinage tantôt. Là. Oui. Celui qui freine en dernier, c'est pas nécessairement le meilleur pilote. C'est peut-être lui qui fera pas le coin. Fait que le vrai talent, la vraie expérience, c'est d'être le dernier qui freine et qui a la trajectoire parfaite quand même. Fait que ça, c'est un art, ça. Un des beaux gestes que j'ai faits, c'était à Montréal cette année-là, juste avant de Trois-Rivières. J'avais un pilote qui était juste derrière moi, puis c'est le dernier tour. Puis on arrive pour les pins du pont Jacques-Cartier. Là, je me dis, bon, OK, si je suis devant lui sur la longue ligne droite, il va prendre l'aspiration, je peux plus rien faire, c'est le dernier tour. Fait que juste avant le freinage, j'ai pas fait un freinage trop tôt, mais je l'ai fait très lentement pour qu'il déboîte à la dernière seconde en se disant ça y est, c'est là un moment qu'il n'avait pas anticipé. Fait que si tu n'anticipes pas, ton freinage est plus tard, mais il est moins précis. Fait que là, lui, il se pointe en dedans. Moi, je prends juste le temps de me placer. Et là, je peux accélérer 2 secondes avant. Puis là, je l'ai vu disparaître. Là, il n'y a plus le temps de prendre... C'est de la gestion de course. Ça en est un exemple. Avant ça, j'aurais voulu être devant tout le temps. Là, c'était ce jeu psychologique-là que je pouvais jouer. D'échecs. T'as fait t'es allé 2 coups à l'avance. C'est ça. En prévoyant le coup de l'autre. Oui. Magnifique. Pas quel circuit, mais ce que tu as préféré dans la course, quel modèle de voiture tu conduisais, puis où ça se passait? Ah, bien, c'est sûr, la Formule Atlantique, c'était une petite Formule 1. La Formule Atlantique, c'était sonore, c'était de la sensation, les pneus larges, l'effet de sol. Puis, tu sais, en plus de ça, c'était une formule que Gilles Villeneuve
avait couru, avait quand même fait des Les- records en ouais, 1960. Le rapport poids Ça- puissance de ça, t'en souviens-tu, c'est quoi? Écoute, c'était pas bien puissant. C'était 240 chevaux pour à peu près 1200 livres. Donc, autour de 600 kilos. Oui, à peu près. Mais tu sais, j'ai conduit des voitures plus rapides que ça. Tu sais, par exemple, la Formule 3000, c'était une Formule 1, parce qu'aujourd'hui, on l'appelle la Formule 2, mais c'était 340 km/h de vitesse de pointe, des gros ailerons à Monaco, sur des circuits comme Monaco, Silverstone, Spa-Francorchamps. Tu sais, c'était... Puis là, je me pognais contre Montoya, Nick Heidfeld, Rodriguez, il y avait Bruno Junqueira qui était là-dedans. Donc, il y avait des Incroyable. pointures. Là. Mais en Indy Light aussi, il y avait Castro Neves, il y avait Tony Kanaan, il y avait David Embringham, Claude Bourbonnais. Hey, c'est des pilotes, ça. Fait que je suis chanceux d'avoir couru contre des pilotes très talentueux, puis même mes idoles, parce qu'au Challenge sur glace de Sherbrooke, ça, c'était génial. Courir contre Alain Prost, Patrick Tambay, René Arnoux, Jean-Pierre Jarier, Jacques Lafitte, Harry Vatanen. Qu'est-ce qui les amène là? Eux autres, c'est quand même des pilotes de renom. C'est le trip d'aller faire un autre genre de course? Oui, bien, la course sur glace, quand ils ont développé le Trophée Andros, il y avait les 24 heures de Chamonix, eh bien, il y avait tout un circuit en Europe. Et la dernière manche, ça se passait à Sherbrooke. Et Moi, là, j'animais à la radio à ce moment-là, à Sherbrooke. Je viens de là, moi. Fait que, je me souviens. c'était extraordinaire. Puis On s'est manqué. l'ambiance qu'il y avait là avec les gens à Sherbrooke, moi, je vais toujours me rappeler, là, quand on arrivait, là, que la nuit commençait, là, puis on avait des manches de soir, là, la neige Avec qui la revolait grande avec la- parabole que tu rentrais complètement de côté. Ah oui, oui, oui. Ça, c'était pendant des heures et des... C'est ça, hein? Ben, Il non, y avait comme c'était- pas un relais là, de Non, pilotes? ben oui, on faisait un relais à un moment donné. C'est ça. C'était des courses qui étaient dures, sa mécanique, pas à peu près, là, parce qu'à un moment donné, là, les trous, là, les bosses, là... Ils se créent à Ah force oui, ça brossait pas à peu députés. près. La première année, il avait laissé les super sports, les catégories québécoises, où est-ce qu'on avait des pneus avec quelque chose comme 240 vis. Fait qu'on détruisait la piste complètement la première année, ce qui fait que quand il arrivait avec les trophées Andros, c'était atroce. Oui. Il y avait des roulières épouvantables. Puis quand tu es complètement de côté, traction intégrale, tu as le pied dedans. Puis là, ça se met à sortir des roulières. Tu as dû te faire brasser. Ah, on s'est fait brasser. Puis même, j'ai eu une année une voiture très, très performante qui faisait 400 chevaux, là, qui était une Renault Clio 3, 4 roues motrices, bien entendu. Puis c'était tellement puissant là, que si tu faisais pas attention, les crampons sortaient des pneus. Oh. Donc, si tu arrivais à la fin de l'épreuve, tu n'avais plus de crampons. Même si tu avais de la puissance, tu étais dans le chenoute, pas à peu près. Là. Fait que c'était une belle gestion. Là. C'est qui le pilote contre qui tu as couru qui t'a le plus impressionné? Greg Moore était très impressionnant. Parce que? Ben, parce que quand j'ai intégré l'Indy Light, tu sais, ça a été ça aussi. J'avais 3 heures d'essai à vie dans une Indy Light. Parce que Claude s'était blessé. Bourbonnais? Oui, Claude Bourbonnais s'était blessé à Nazareth, en Pennsylvanie. Puis là, on m'avait demandé si j'étais intéressé. Là, tu dis oui. La première fois, tu essayes ça, une Indy Light. Hein, première, la tête s'en va en arrière. Deuxième, encore. Troisième. Quatrième. Tu sais, là, tu te dis, coudon, ça va-tu arrêter de pousser cette affaire-là? Fait là, Christy, finalement, faire une histoire courte, j'obtiens le volant. Et là, j'arrive à Détroit. Écoute, Greg volait sa piste. Il était 6 secondes plus vite que moi autour. J'étais plus proche de Montréal que de la pôle. Mais n'empêche que, tu sais, puis je le voyais travailler avec Steve Chalice. Il était tellement mature, symbiose dans la communication. Puis Steve Chalice, c'était, je dirais, la maturité de Greg. Et d'ailleurs, quand Greg a eu son accident fatal, Steve Chalice n'était pas là. Ouais. Et je suis sûr que si Steve avait été là, les choses se seraient passées différemment. Richard Spinner n'était pas sur le radio non plus. Non ça plus. aurait pu Oui. changer la dynamique complètement. Vraiment, vraiment. Mais Attends, pourquoi? Moi, là, excuse-moi, je suis monsieur tout le monde là-dedans. Pourquoi ça a changé la dynamique? C'est quoi votre... Je comprends pas. Les courses en ovale, tu as un spotter en haut qui va te parler. Un genre d'analyste là, qui te dit tasse-toi ouais, qui là. va t'aider. Des fois, il va te mettre au courant de la circulation, peu importe. Des OK. fois, il va te calmer.
Puis ce week-end-là, c'était le dernier week-end de Greg avec Players. Ouais. OK. Il s'en allait à une autre équipe. Il avait eu son accident de scooter, il s'était blessé. Puis il voulait finir sur une note, là, sur un wow. Ouais. Et moi, j'ai vu des vidéos avec Richard, puis on en a parlé beaucoup de ça. Puis Greg était un peu surexcité sur les radios. Là, il faisait Vraiment. des drifts de fou dans l'ovale, mais tu fais pas ça à ces vitesses-là. Puis il était dans le radio, puis wouhou! Et en début de course. En début de course, En début de plus, course. il aurait pu être plus... Et une chose qui a été, je pense, un point tournant, c'est que vu que Greg a signé avec Penske, avait signé avec Penske, puis c'est ça, c'était sa dernière course, pour le pénaliser, Jerry Forsythe a licencié Steve Charles. Et c'est pour ça que... il a perdu toutes ses revanches. C'était son père qui était sur les coms à ce moment-là. Ouais. Puis, Fait il y avait de l'émotion là-dedans. Fait que ça, c'est drôle parce que ça m'amène à parler de Gilles Villeneuve. Quand malheureusement on l'a perdu aussi, lui aussi, il est rentré sur la piste, c'était des essais, mais avec de l'émotion, il était dans un état d'esprit bizarre. J'ai de la difficulté à... Parce que quand on regarde l'accident de Gilles, Ouais. OK, tout le monde a mis ça sur le dos de l'émotivité, puis on a toute raison de croire ça. OK. Sauf que, bon, Joanne, c'est une amie personnelle. OK. OK. Puis Gilles, première affaire qu'il a dit à Pironi, qui est arrivé à Zolder, « Salut, comment ça va? » Puis là, Joanne, elle m'a dit ça. Elle dit, Gilles, il me dit, première affaire, j'ai dit, je suis niaiseux, moi. Gilles Villeneuve, c'était pas quelqu'un de rancunier. OK. OK? Il pouvait être furieux. OK, ça, c'est certain. Sauf que quand on regarde l'accident de Gilles, c'est le dernier tour. OK? Il y a déjà... Ses pneus sont déjà finis, là. Puis là, quand tu es en qualif, là, tu le sais que si tu es gêné dans un virage, que le temps, là, tu le feras pas. OK? Ouais. Fait que il y a eu le temps de l'avoir, la marche de Hülkenberg. Il y a eu le temps en masse, là. Puis, j'ai lu... Moi, j'ai fouillé. J'ai essayé de fouiller partout. Puis à un moment donné, j'ai tombé sur des gens qui expliquaient qu'ils étaient là, à Zolder. Et ils ont dit, je vais toujours me rappeler le hurlement du moteur Ferrari quand la voiture a décollé. Donc, Gilles Villeneuve a toujours le pied sur l'accélérateur. Bizarre, parce que là, après ça, bon, quand c'est arrivé à l'époque, j'avais pas d'expérience, mais là, tu te dis, attends, mes pneus sont finis, dernier tour, OK, puis c'est un tour pour rentrer dans les puits. Oh, c'était même pas son dernier hot lap. Non. Et c'est dommage, on n'en parle jamais de ça. Non? Et un texte de Pierre Lecourt qui avait écrit que Gaston Parent lui avait dit que l'accélérateur avait resté coincé. Et Pironi, au Paul Ricard, avait eu ce problème-là aussi. Fait que, tu sais, on ne le saura jamais parce que aujourd'hui, avec tout ce qu'on a comme capteur, tout ça, on aurait été capable de dire oui, la voiture. Mais là, on peut rester sur cette idée-là que Gilles était émotif puis il a voulu faire quoi que ce soit, mais ça lui donnait quoi? C'était pas... Si ça avait été Pironi, là, ça aurait peut-être été différent. Mais c'était pas Pironi, c'était Hülkenberg qui était là. Fait que... Ça change les perspectives. Ça peut j'aime changer les perspectives. C'est bon. OK, on va changer de ton. Ça va sur entre quatre roues. OK, entre quatre roues. Fait que là, Bertrand, c'est différent. OK. On te pose des questions. C'est un questionnaire formaté. OK, Puis tu réponds comme tu peux. parfait. Parfait. Pat? Combien t'as eu de chars dans ta vie? OK, j'ai eu mon Plymouth Fury. Pas longtemps, hein? J'ai eu L'ultime. deux Renault 5, une Renault Fuego. Après ça, j'ai eu deux Tercel. Après ça, je dirais que j'ai eu peut-être une quinzaine de voitures. Juste ça? Juste ça. Oh mon Dieu, Ben, c'est une journée dans la vie de Pat, Ben, ça. je le sais, Pat en achète. Mais moi, ma première voiture neuve, OK, ça fait pas longtemps, c'était la Volt que j'ai achetée il y a 4 ans. Puis La là, tu Volt ou encore? la Bolt? La Volt. La Volt. J'ai acheté la Volt et après ça, j'ai acheté la Bolt. Puis c'est ça que j'ai là actuellement pour voyager.
Fait que tu réponds un peu à la question suivante. La première, c'est quoi ta première auto? On pourrait dire ta première auto neuve, mais ta première auto tout court, tu l'as mentionné tantôt. L'appelez votre Fury. La défunte. Ah. Ouais. Puis, qu'est-ce que ça m'a fait mal au cœur? Parmi parce ces que... 15-là, c'était laquelle la meilleure? Ou celle que tu as préférée, disons? Ben, c'est vraiment la Bolt que je préfère. Mais attends un peu, là. Si Je vois une exception. Oui, Ouais, il y a parce que l'exception. là, Il y a 2 ans, j'ai eu l'opportunité. Voilà. Puis là, je vous le dis, là, c'est pas parce que j'ai de l'argent, là. J'ai juste économisé. Ouais, let's go, shoot, là, on s'en fout. Monsieur Gou m'appelle, en venait le jour de l'an, il y a 3 ans, pour me dire Bertrand, ma Ferrari va être à vendre, ma 308 GTS. Puis je sais que j'ai lu un article comme quoi tu rêvais d'en avoir une. Je dis ça donne bien, je vais être prêt. Puis moi, cette voiture-là, ben, quand j'ai vu Gilles Villeneuve faire la publicité d'American Express, ne partez pas sans elle. Ça, c'est la Magnum PI, ça? C'est la Magnum PI. Tom Selleck. Une Il manque juste la 83. moustache. Oui, ben j'en ai déjà une en 86. Mais là, Avec un beau chapeau. Là. puis il me manque des cheveux aussi. Ouais. Fait que là, tu l'as encore? Je l'ai encore. Oh. Et puis, ça, c'est ma voiture de rêve. Puis ce qui est beau avec ça, c'est une machine à voyager dans le temps. C'est dans le sens où quand je vais mener les poubelles dans le garage là, pour aller... je passe par le garage, puis là, je vois Ferrari. Là, j'ai la même sensation que quand j'avais 12 ans, puis j'en envoyais une. Parce qu'il n'y avait pas d'Internet dans le temps. Là, puis là, quand tu voyais ça, là, c'était comme voir une soucoupe volante. Pat, là, toi qui achètes et qui vend des autos à la vitesse grand V, tu le remarques-tu de beaucoup de clients, des gens qui veulent acheter quelque chose sur un véhicule sur lequel ils ont trippé quand ils étaient petits? Ben, en fait, s'ils viennent en magasin, mettons, il faut que tu concilies plein d'affaires. Ce que tu veux, ce que tu peux avoir, ce qui est nécessaire pour la famille. Puis ce que tu veux, ça passe tout le temps dernier. Okay. C'est principalement ça. Parce que ça reste une dépense significative d'acheter une voiture. Puis les voitures aujourd'hui, le prix moyen est rendu tellement élevé. Fait que ne serait-ce que d'acheter elle qui te sert à te déplacer au quotidien, parce que quand tu vas dans l'exotique, dans le souvenir, dans la nostalgie, même si c'est ça, même si c'est un placement, même si tu gardes de l'argent, que ça garde sa valeur, ça reste que faut que tu aies un peu de surplus. Fait que y en a-tu beaucoup qui y rêvent? Oui. Ceux qui réussissent à y accéder, effectivement, là, je veux dire, un des premiers chars exotiques que moi j'ai acheté, ben c'est une 308 GTS aussi. Puis je l'ai acheté avec Carl. Il y a combien de temps? Ça fait pas 10 ans, Carl. Ça non, fait ça fait 6-7 ans. 6-7 ans à peu près. 6-7 ans. Puis il y avait un Dottomaso Pantera aussi. Fait que moi, j'ai vu les 2 autos. Puis là, j'ai dit, crime, j'ai pas les moyens d'acheter 2, mais je veux pas choisir. Fait que j'appelle Pat et tu c'est beau, il va. On achète les 2? Fait que le lendemain, on achète les 2 autos à 2. On se rappelle que ça fait juste 6-7 ans, mais déjà les prix ont presque doublé depuis ce temps-là. Avoir pu s'asseoir dessus. Principalement depuis le COVID, les voitures, on va dire exotiques, vintage, ont pour la plupart doublé ou pris pas mal. Incroyable. Puis une affaire, je me permets, mais une affaire qui était incroyable. Moi puis Carl, quand on a acheté ce char-là, qu'on allait chercher, c'était un beau moment. Là, on était en 2 étapes, puis discuter. La madame elle venait de perdre son mari. Lui, il avait une collection de chars. Un monsieur que je connaissais, qui était fabuleusement gentil. Puis, tu sais, exactement. Oui, exactement. Puis elle voulait pas se départir de tout ça, dont celle-là qui était la Pantera, qui était la première, qui avait depuis 30 quelques années. Puis après ça, sa fille avait hérité de la 308 GTS. Mais quand on l'a acquise, nous autres, on l'a ramenée à la maison, puis on a ouvert les boîtes parce que c'est un monsieur qui était très méticuleux dans la documentation et dans l'entretien des véhicules. Il y avait des cartables, ça d'épais, littéralement, avec tout ce qu'il avait fait, avec des notes manuscrites au fil des années. Elle appartenait à un joueur de basketball. C'est ce que j'allais te dire. Exact. On s'est rendu compte qu'elle appartenait pas à n'importe quel, à Will Chamberlain. Oui. Le gars qui a inventé le dunk dans la NBA. Et après nous autres, elle s'est ramassée dans la collection de Luc Poirier. Puis elle a été revendue récemment. Donc, tu sais, on parle de Luc Poirier, Salon de l'Auto de Montréal. On connecte, on connecte. T'as-tu trippé sur la collection de Luc, toi qui étais au salon? Oui, puis ce que j'apprécie beaucoup de Luc, c'est que c'est sa passion pour l'automobile. C'est vraiment un passionné de voiture. Et puis, écoute, ça... Il fait pas ça pour une pièce nécessairement. Non, mais comme il a dit, c'est certain que c'est un placement. C'est un placement. C'est dans le sens où il vit son rêve. Il y a des voitures de rêve. Il les conduit. Il les conduit. C'est pas tout le monde qui le fait. Puis ça fait de l'argent. Je l'ai croisé à Belleuil en La Ferrari.
Oh, wow. Tu sais, ça va au dépanneur à la Ferrari, tu verras pas ça souvent. Tu verras pas ça Non. souvent. J'ai arrêté. Ben, moi, j'adore ça, le fait que les gens conduisent leur véhicule de connexion plutôt que de les mettre dans un crate, pas de kilométrage, encore avec les... Je sais pas, moi c'est ma Mais c'est philosophie, là, nord-américain Marc, de je respecte garder les ça. autres. C'est nord-américain de garder ça, puis de pas faire de millage, puis de pas sortir ça, puis de pas risquer qu'elle s'endommage. Tu vois, en Europe, le monde, ils roulent leur char, ils ont du millage, puis je pense même que c'est pas outrageux, là, je veux pas vexer personne, mais quand tu gardes une voiture remisée, surtout de cette époque-là, ben les joints, là, Ouais, l'étanchéité, ça coule l'huile. Finalement, tu apprends, puis tu n'as pas une belle expérience parce que c'est rendu une vidange, parce que tu n'apprends pas assez souvent. Tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que l'idéal, c'est de la rouler tout le temps un peu, pas trop, Ouais. la respecter. Puis C'est quoi le nombre de kilométrages là, par année qu'on devrait rouler ça? un là, Sunday minimum? driver, hein? Moi, j'appelle ça un OK. Ben, Sunday fait que donc, driver. ça te donne quoi? Ben, je sais pas, je peux te dire ce que 1000 moi je fais, kilomètres par mettons, 1000 km par année. Ouais. Ah, OK. c'est exactement ce que j'ai fait. Ouais, 1000 km par année. J'ai fait 1100 km, puis quand il y a quelqu'un qui vient à la maison, ce que j'aime, c'est la partager. C'est dire, hey, on va te faire faire un ride. tour de Ferrari. Les enfants. Les enfants, Quand tu ben vois les oui. enfants avec les grands yeux, Ah. tu dis embarque. Là. Un cet petit été, tour de 5 minutes. Là. Ouais. Cet été, on se fera une ride. oui. J'ai acheté une 50 Maranello d'Europe récemment. Ah, Oh, wow. Ouais, 3000 km. Wow! 3000 km? Incroyable. Tu sais que j'ai un chum qui a acheté ça puis qu'il a dû mettre de l'argent en réparation dedans. Et après ça, il a pogné la chienne, fait qu'il l'a revendu Ouais. à un Il me médecin. l'a offert et j'ai dit non. C'est mon plus grand regret. Mais ça de ma reste vie. fiable. On salue José Godet! Ouais. Ça reste Et- fiable. C'est Mais faut pas attends, il l'a vendu à un médecin. Le médecin, il l'a conduit comme un fou. Puis il appelle José des fois et il dit merci beaucoup, j'ai pas mis une scène dedans, c'est incroyable, je Ben non. capote. Et la valeur a fait ça. Exact. Ben oui. Exactement. J'ai dit, j'ai Ah, j'ai eu de pogner à la chienne. Je voulais pas mettre trop d'argent dedans, mais il a tout réparé. Ben, c'est une GT, mais c'est un moteur en vent. Fait que t'as pas besoin de faire un engine out service. Fait que dès que t'as pas besoin d'enlever tout le moteur pour faire ton entretien, déjà en partant, tu sauves des coûts. Puis honnêtement, des ateliers indépendants qui sont pas banniérés, qui sont compétents, il y en a de plus en plus là, au Québec. Là. En tout cas, bref, on a fait une Ouais. parenthèse. On fera un spécial Ferrari Ouais. à un moment donné parce que toi, t'es allé. À Fiorano, je pense. À Fiorano, j'ai passé oui. une semaine là. J'ai roulé sur le circuit de Fiorano, dans Puis les t'es allé voir montagnes environnantes. T'es allé voir le département classiqué. Oui, Ok. ça c'est C'est vrai extraordinaire. qu'on a des affaires à jouer. Mini anecdote, Ouais. quand je suis parti de chez Ferrari avec la voiture, j'avais un F430 Scuderia, qui est quand même Quand une même bonne pas mal. machine. Et je demande au personnel de Ferrari, je dis là, vous m'envoyez dans les montagnes m'amuser, mais c'est quoi les limites de vitesse? Puis là, il dit You're driving a Ferrari. Je dis, OK! Oui. Mais il dit, ça n'aurait pas tant ma question. Fait que j'insiste, puis You don't get it. It's a Ferrari. Puis là, je dis ouais, mais les polices, they wave you. Ils sont contents. Ouais, fait que on roulait 2,70, 2,80, puis en effet, les gens, tu sais, ils s'en vont en boîte à lettres tranquillement, t'es dans un beau chemin de campagne, t'arrives en masse au-dessus de 200, puis ça t'envoie à la main. Wow. C'est culturel. Puis tu vois le sourire, le bonheur, c'est pas ralenti, c'est pas tu nous déranges, non, c'est Ça fait partie de. t'as conduit comme elle devrait être conduit. J'ai Tu une la petite respectes, anecdote t'es en train de la d'aquaplaning Comme des années avec un- 80. Pardon? Comme des années 80. Ben oui, il y a un lien. D'ailleurs, j'ai aquaplané à peu près à 2,70, 2,75 avec un journaliste américain à côté de moi. Puis ce qu'il m'a dit, c'est quand j'ai senti l'auto décoller, on était dans une crête de montagne, puis l'auto, elle flottait. Là. On était à ski nautique. Ah, les nouveaux bateaux Ferrari. Il dit au début, j'étais certain que j'allais mourir. Je me suis retourné, j'ai vu que tu avais les 3 bouts de doigts sur le volant, puis que tu avais le sourire. Fait qu'il dit, quand j'ai vu ça, j'ai fait, il doit savoir ce qu'il fait. Puis moi, dans le fond, ben, t'as pas le choix d'être patient. Fait qu'elle a fini par retoucher à l'asphalte. Puis, OK, tout va bien. Mais Incroyable. ouais, c'est des fois, on a des moments comme ça de grâce où est-ce que on devrait paniquer, mais c'est le contraire. Là. Le temps s'arrête, tout est au ralenti. C'est du Tu as de pur l'opéra bonheur. dans la radio qui fait Oh! Puis tout ça avec le char d'un autre. C'est ça le pire. c'est magnifique. C'est ça le plus beau, tu sais. OK, on continue On par. continue la liste. Il n'y a pas de budget. Ton char de rêve. Mais je l'ai. C'est la 308? C'est à 308. Pour vrai? Ah oui. OK. Je regardais les Depuis autres longtemps? voitures. Oui, depuis longtemps. Depuis que j'ai vu Gilles Villeneuve là, en 1978-79 faire C'est la un peu de publicité. Visa, c'est ça? Oui. American Express. Oh, désolé. Hey, je Non, m'excuse. non, J'essaie de faire du placement de produit. Si vous voulez commanditer Visa, on est ouvert. Non, Visa, Nous autres. Visa, ça, c'est la carte que j'ai pour l'acheter. Ah, OK, parfait. Ouais, c'est bon. Next. Y a-tu d'autres bébelles à moteur que tu aimes ou que tu apprécies autres que les autos? Ah ben l'aviation. Pour Ouais. moi, c'est Ouais. moi, c'est une grande passion, l'aviation. Puis surtout pour
ce que je fais à l'École nationale de police, l'enseignement de l'aviation, tout le savoir sur les facteurs humains, sur les connaissances, sur les techniques, tout ça ensemble là, m'a aidé énormément à enseigner et à comprendre plein de choses. Et ça me sort de ma zone de confort. Quand tu es en avion, tu es exactement dans le même état d'esprit que lorsque tu es en compétition, sauf que tu es avec toi-même. C'est toi le seul adversaire et l'analyse de l'environnement. Puis tu apprends à te connaître là-dedans. Mais le sport automobile me sert dans certaines phases, par exemple, sur l'endurance de la concentration. Parce qu'au début, quand je faisais des posées décollées, mon instructeur m'a dit, fais-en 3, puis après ça, tu vas être épuisé, tu vas voir... Mais là, j'étais rendu à 12, puis j'étais... Il n'y a rien là, parce que, tu sais, pendant une heure et demie, en course, tu es dans une attention extrême, complète. Tu t'appartiens plus, puis... Une espèce de pleine conscience. Oui. Donc, c'est pour ça que l'aviation, là, c'est... Anecdote là-dessus, je me rappelle d'être allé chez vous. Tu as toujours été maniaque de tout ce qui est gadget puis simulateur. Oui. Puis à ce moment-là, tu n'avais pas encore ta licence d'aviation, mais tu avais ton simulateur. Oh, oui. Puis je me rappelle, Bertrand, il programmait ses vols. Il était exactement comme un pilote aurait fait là, avec son avion, mais c'était sur simulation. Ce matin, je suis allé à Ottawa. Pour vrai? Oui, mais avec la réalité virtuelle, oui. Tu sais, tu prends ton petit café, tu t'installes, tu rentres ton petit plan de vol, puis là, tu appelles la tour, puis là, OK, tu autorises pour la 2-4 droite, puis là, tu décolles, puis là, tu fais toutes les procédures. Et c'est une façon vraiment de bien te préparer. Parce qu'en plus de ça, les simulateurs se sont tellement bien développés que là, la météo est réelle. Si tu n'allumes pas les dégivreurs, là, les vitres commencent à givrer, comme ce matin. Là. Donc, c'est toutes sortes de petits détails. Ce matin, tu allé à Ottawa, mais Pat, lui, est arrivé au Saguenay, ça fait une couple de jours que ça givre, je te le dis. Lui, il l'a fait pour vrai. Oui, ça, c'est autre chose. C'est normal. Comme dans le temps. C'est quoi ton rapport à la vitesse? Mon rapport à la vitesse, c'est que tu n'es jamais assez vite. Ouais. T'es jamais assez vite. T'es jamais assez vite, mais en même temps, t'es obligé de respecter, comme on dit souvent, la plus belle qualité d'un pilote, c'est de savoir freiner. C'est ça. Donc, pour moi, oui, quand tu es à haute vitesse et que tu dois faire des gestes, ton taux d'anticipation doit être tellement aigu que tu t'appartiens pas. T'es comme l'ordinateur d'un ensemble. C'est comme si tu jouais d'un instrument. T'es un chef d'orchestre. Par le son. J'ai essayé la formule. Mais ça a quoi comme conséquence, concrètement, quand tu reviens chez vous, dans ton milieu de vie normal, dans le trafic? Dans le trafic, là, c'est 2 modes. Parce que tu es tellement rendu aiguisé naturellement, puis instinctivement, ça doit certainement changer tes habiletés, j'imagine? Oui, mais en même temps, tu sais, la conduite sur la route, c'est une conduite réglementaire. Tu sais, je dis tout le temps, oui, tu peux être compétent, mais il faut que tu sois aussi respectueux des règles, donc discipliné. Donc, malheureusement, qu'est-ce qui arrive? Les accidents, souvent, c'est les indisciplinés non compétents. Ça, c'est mortel. OK? Fait que c'est pour ça qu'il faut développer vraiment les compétences, mais aussi, il faut montrer l'exemple de ce qu'on doit être, c'est-à-dire discipliné quand on est sur la route. Et ça, là-dessus, je ne l'ai pas été. Je vous le cacherai pas dans une autre vie. Là, avant que je fasse de la compétition, là, j'avais les dents longues de même, la bave qui coulait. Puis, que celui qui n'a jamais Je veux pas te faire de la mauvaise politique, mais on va partout. On voyage pour affaires, personnellement. Puis on se rend... Ailleurs, ça roule plus vite que chez nous. Puis pas mal plus vite que chez nous. Oui. Puis même si les limites sont pas si plus élevées que ça chez nous pourtant, puis j'ai l'impression que ça se fait de façon fluide, puis que, peut-être qu'il y en a qui diront quand il y a un accident, un carambolage, j'en conviens, mais ça reste que... C'est-tu l'état de nos routes peut-être qui fait en sorte que notre rapport, nous les Québécois, parce qu'il y a ton rapport à la vitesse, mais il y a le rapport des Québécois à la vitesse aussi. Le rapport avec la vitesse là, des Québécois, puis ça, j'en parlais avec les élèves, on met tellement d'emphase sur le chiffre que l'attention s'en va sur le tableau de bord puis sur le panneau. OK? Qu'est-ce qui est le plus important que de voir un orignal sur un panneau?
c'est de voir un orignal dans le chemin. OK? Donc, oui, respectons les limites de vitesse, mais explorons visuellement. Ouais. Les accidents arrivent parce que j'ai pas vu, parce que je pensais pas. Donc, emmener cette qualité visuelle, de voir les choses très à l'avance. À ce moment-là, c'est pas une conduite réactive. Ça devient fluide, calibré. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, si tu as l'impression que ça va vite, puis parce que je disais aussi qu'il faut être placé dans un virage pour accélérer tôt. OK? Moi, je me souviendrai tout le temps. À un moment donné, j'étais en qualification, justement, l'année qu'on a gagné la première course à Nogaro. Je poussais comme un malade en qualif, puis là, la voiture, j'avais de la misère à la placer, puis les pneus crissaient, puis tout ça. Puis là, ben, quand le drapeau d'amis est tombé de la séance, j'arrive dans le virage, cool, relax. Puis là, je me dis, il me semble que j'ai accéléré beaucoup plus tôt là qu'avant. Et c'est là que j'ai compris. C'est là que j'ai compris que ça ne donnait rien de pousser en entrée. Parce que oui, tu vas être vite dans peut-être 20 mètres, mais qui va t'empêcher d'être vite et de sortir de, mettons, 2, 3, 4 km/h plus rapidement pendant 500 mètres. Ça, c'est payant. Fait que, tu sais, c'est de savoir c'est quoi. C'est pour ça que souvent, quand je dis aux élèves, si tu vas aller vite, le premier réflexe que tu vas faire, tu vas enlever le pied sur le frein. En enlevant le pied sur le frein, tu viens de t'enlever du contact patch en avant. OK? À ce moment-là, la voiture va encore moins vouloir se placer. Puis là, tu vas tomber réactionnel. Puis quand tu tombes réactionnel à la sortie d'un virage, c'est de valeur, tu pognes le petit gravier puis tu es dans le clos. Donc, c'est pour ça que la vitesse, on vient on l'apprivoise, on l'apprécie, mais on apprécie encore plus quand tu es dans une précision extrême, là, que tu vas vraiment là, utiliser la voiture là, dans toutes ses limites. Puis vu que ça change ton rapport à l'utilisation quotidienne, j'imagine, ça a-tu influencé le fait que tu aimes ou que tu n'aimes pas voyager ou faire des road trips en auto, mettons? Ah non, j'aime ça. Faire un road trip en auto, c'est super. Tu sais, d'ailleurs, je travaille à Nicolet, je reste à Saint-Hyacinthe, je voyage 1h15. T'appelles ça un road trip? Non, mais j'aime conduire, tu sais, il y a plusieurs personnes. C'est plus en bas de 5-6 heures sur Non, un road trip. tu sais, avec Jacques Villeneuve, l'oncle, j'étais mécanicien pour lui à l'époque. Vrai? Et on en faisait des road trips, là. On s'en allait à Beauséjour, Manitoba, en passant par Attends, les... là, faut que tu nous racontes ta meilleure anecdote avec mon oncle Jacques. Il y en a une couple, c'est sûr. Ah, écoute... Ta meilleure, là. Mais Jacques, bon, premièrement, quand on était sur la route, OK, lui, les règles, il n'y en avait pas. Ouais, non, c'est Il clair. passait sur des ponts, alors que, en plus en Ontario, c'était commandité par Bonjour Québec avec le numéro de téléphone. Ils ont dû avoir des plaintes en affaires épouvantables. Jacques dépassait. La personne qui s'en venait en avant se tassait, puis là, faisait un gros doigt d'honneur dans le pare-brise, puis il me disait, « T'as vu? Hein? Il a acheté ça avec des breaks. » Puis là... Il a acheté Ça, juste avec des breaks. Avec des breaks, tu sais. Fait que... Numéro 1. Trace de break, là. Voilà, on vient de placer le nom de l'émission. Il y en avait. Il y en avait, oui, de l'autre bord. Il y en avait de l'autre bord. Mais une anecdote, je vais toujours me rappeler, c'est Jacques, il fallait toujours que ça roule. Hein? Puis pas juste sur la route ou sur la piste, même Tout pour mettre de fallait qu'elle l'essence. Fait vite. qu'à un moment donné, on avait un gros baril de VP. Puis là, il me dit, Bertrand, bon, faut tu mettre ça dans des petits jerrycans, là, parce qu'il y avait des manches qualificatives. Puis là, ben, on revenait pas trop à la remorque. Fait que moi, je prends une petite hausse, puis là, ben, il chiffonne pour mettre ça. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, on n'a pas toute la journée. Il va chercher une hausse à eau. Il met ça dans le drum. Une hausse à jardin? Puis là, une hausse à jardin. Puis là, Il a dû prendre un bouillon. respiration. Là, il est malade. 2 respirations. À la 3e, j'ai vu le VP sortir par les narines. Là, Moi, du gaz, j'en bois. fait que là, ouais, il en a bu, mais là, il en a bu une tasse, là. Vraiment. Puis là, il a bu Du du VP, lait. c'est pas tant bon pour l'alimentation, je te dirais. Ce que j'ai remarqué, le VP, dans une motoneige de C'est- course, c'est ça quoi fait tu- aller plus vite, Ouais, mais dans le corps humain aussi. OK. Parce que Jacques, pendant les manches qualificatives, ça a commencé par un mal de tête, puis après ça, ben, il y a eu la diarrhée qui est embarquée. Du VP, c'est du Va gaz de vite. course. Ouais, ouais. Du gaz de course. OK. Et là, il partait, je te dis, il allait plus vite sur son quad pour aller à remorque, pour aller aux toilettes. Sauf que la course, c'était 15 tours. Puis là, moi puis Jean Coupal, on s'est regardé, d'après moi, il ne fera pas. Puis comme défaite, Jacques a failli gagner la course. Il a fini 2e, il était sur le podium, puis il était là, les gars, venez me chercher. Ça dégoûtait dans ses bottes. T'sais. Fait que
C'est ça. C'est l'autre. OK, Pat, next. Ouais. C'est quoi les qualités premières que pour toi un véhicule devrait avoir? Puis là, je parle d'un véhicule quotidien. Mettons 3, 4, 5 qualités. Ah, ben c'est simple. Une très bonne tenue de route. Ça, pour moi, c'est de la Fait sécurité. qu'on exclut ton Fury. On exclut bien des affaires. Les Renault, Les Renault, les Renault. Prenez un virage sur 2 roues, ça tenait la route. Ouais, c'est ça. Ben, c'est certain, tout l'aspect sécurité Ouais. de la voiture. Ça pour moi, c'est hyper important pour le quotidien. Là. Ouais, absolument. OK? Économique, bon marché. OK. C'est des éléments que, je vois souvent des véhicules de luxe où on va tester des nouveautés technologiques qui coûtent très cher, comme était la calculatrice à l'époque. Aujourd'hui, on a ça pour rien. Puis après ça, on les voit arriver Ça dans les démocratisé. voitures tous les jours. Donc, c'est ça, mes critères. Ton char le plus laid que tu as vu dans l'histoire, là, que tu dis que tu l'as eu ou pas, là, c'est pas grave. Là. Ben, la Fuego, Ah oui, c'est. c'était pas top. c'était pas top, là. Comme Mais voiture. il me semble que j'ai vu des chars plus laids que ça dans ma vie. Ben, écoute... Ça, je veux pas te challenger, Non, ça l'a dit, que j'ai eu, là. Non, pas que tu as eu nécessairement, que toi, tu dis, alors, ce char-là, jamais. Ben, il y a la Lada, la Pacer, La Pacer. le Reliant K. Le Gremlin. Le Reliant K. Non, il n'y a pas plus carré que ça. Là. L'inspiration est venue d'une boîte à chaussures. Là. Un dessin d'enfant. de luxe avec le toit en vinyle, là, c'est pas mal chic. Ah oui. Très bon. OK. Hey, on passe maintenant à un segment qui met en vedette notre ami Pat Denis qui s'appelle Achat, vente et délire. Là, Pat, il faut que tu nous racontes qu'est-ce que tu fais dans la vie. Parce que pour les gens qui ne te connaissent pas et qui vont te connaître dans les prochaines Il y en secondes, a une coupe. raconte-nous un peu de ton cheminement, toi, là. Ah ouais? T'as-tu une demi-heure? C'est pas mal là pour ça, là. Moi, je vais faire ça vite. J'ai toujours aimé les chars. Depuis qu'on... Tu sais, quand nous autres, là, je pensais à ça, m'emmener tantôt. Je disais, ça vient d'où, cette maladie-là? Chez nous, quand on était jeunes, on n'avait pas vraiment d'argent. Dans le sens que... Pas qu'on était pauvres, c'est pas ça que je veux dire, mais le dimanche, là, on ouvrait... Rappelle-toi, il y avait des annonces télévisées classées. Aujourd'hui, on connaît les petites annonces en ligne. Maintenant, c'est rendu Marketplace. Ouais. Avant ça, il y avait... Bon, il y a encore ça, mais les Kijiji, les petites petites annonces. Puis avant d'avoir les petites annonces, il y avait les annonces télévisées. T'sais. Puis avant d'avoir les annonces télévisées, il y avait comme des béquettes un peu, là, que tu avais des auto-hebdo. Puis là, on prenait ça, mon père, ça coûtait 1,99 à l'épicerie. On encerclait les chars qu'on voulait. Puis maintenant, on regroupait, puis on appelait le monde. T'sais. Toi et ton père? Ben oui, mon père, on appelait le monde le dimanche. OK. Fait que là, maintenant, ça a pris des... Puis pas mal souvent, à part de ça, ben, bonjour, combien de millage, un seul propriétaire, bien entretenu, les pneus sont-ils bons, vous seriez prêt à aller à quel prix? Puis ça a commencé de même. Puis à un moment donné, mais on a poussé l'exercice à aller en essayer dans un cours de concession, puis faire des tours avec ça pour... Je sais pas, ça part de où? C'est Comme une maladie... étude de marché. Une étude de marché, c'est une maladie familiale, tu sais, qui a été, on dirait... Mais ton père, il en achetait-tu des autos? Puis toi, il y en t'avais quel âge? a quand eu tu une faisais ça? coupe. Moi, j'avais quel âge? J'étais jeune, je vais avoir 8, 9, 10 ans peut-être. 8, 9, 10 ans. Puis oui, il en achetait, puis il en consommait, puis il aimait ça. Puis il y a... Puis nous autres, c'était tout le temps une célébration. S'il y a un moteur chez nous, une nouvelle tondeuse, c'est une célébration. Là, OK. Ah, ouais, c'est ça. Là, On mange du gâteau puis à c'est soir. pas juste paternel, c'est les mononcles avec, puis c'est... Et voilà ça, le les nouveau moteur. arguments, les plus. Là, je veux dire, mon père a acheté une nouvelle souffleuse récemment, puis j'étais bien content. J'étais allé dehors, puis je checkais la souffleuse, ouais, c'est pas pire ça. Puis, fait que là, on se parle des éléments techniques de ça, puis ça a demeuré. Mais j'ai pas fait ça comme métier, puis je travaillais au gouvernement comme agent correctionnel pendant une dizaine d'années, puis c'est là que j'ai connu Bertrand, puis Carl, puis de par les événements que j'organisais, puis il y avait toujours de quoi de récurrent dans mon cheminement, puis un moment donné, ben là, tu donnes des conseils à ton voisin, à ta sœur, à ton père, à ta mère, à n'importe qui. Puis Là, là, je vais acheter ça. je vais acheter ça, qu'est-ce que tu achèterais? Puis là, j'ai 10 000 à mettre sur un champ, je prends quoi? Puis voici mes critères. Puis là, maintenant, à force de tout le temps conseiller les gens, mon père m'a dit, t'aimerais pas ça, là, commencer à charger pour tes services. Puis c'est là qu'on a ouvert une compagnie qui s'appelait Courtage Automap, parce qu'on disait pas qu'on était commerçant, on disait qu'on était courtier. OK. Mais au Saguenay, des courtiers, ça n'existait pas. Puis des brokers, on voit ça aux États, ça fait longtemps. Des gens Un courtier, c'est un broker. c'est un broker, mais tu sais, il y a bien... C'est le deuxième plus gros achat dans une maison, c'est une voiture. 95% du monde ne connaissent même pas ça. Heureusement, au Québec, on est bien servi par des ouvrages, puis une belle couverture journalistique qui viennent un peu faire les plus, les moins de tous les chars, puis pour essayer de démêler les gens. Mais ça reste que l'expérience d'achat en soi, c'est pas quelque chose qui est plaisant pour la plupart des gens, tu sais.
Okay. Fait que, en agissant comme courtier, mon objectif, c'est de dire, regarde, on oublie tabou. Je vais négocier le char pour toi, on va le trouver exactement. On va mettre le tien en marché, on va le vendre, puis éventuellement, la transaction va se passer chez vous, tout à fait smooth. Fait que c'est comme ça que maintenant, ben, ça a fait de fil en aiguille, puis éventuellement, ben, j'ai lâché ma job, puis éventuellement, ben là, on a vendu 2500 chars l'année passée. Je fasse. D'où Ocaz qui commandite l'émission. Absolument. Qui est ton concessionnaire de voitures usagées à Jonquière. Mais avec toi, tu n'achètes pas juste des autos à Jonquière puis d'en vendre à Jonquière. Tu es comme plus large que ça. Ben, tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, ça dépend toujours de ce que tu recherches, parce que tu veux agrandir, oui, ton réseau de concessionnaires qui t'alimentent, mais au-delà de ce qui est le pain puis le beurre, la maladie là, psychologique que j'ai à naissance, j'ai été sûrement bercé trop proche du mur, je sais pas, mais il y a trop quelque proche chose... de la porte de char. C'est ça, ting, tu sais, il y a de quoi qui s'est créé là-dedans. Puis à un moment donné, ben, au début, quand je travaillais au gouvernement, pour me vider l'esprit, puis on dit, tu sais, le soir, quand tu te couches, maintenant, on a toute une passion, là. Ouais. Fait que tu vas feuilleter un livre, tu vas t'éduquer sur un documentaire. Ben moi, je m'éduquais sur les chars dans ce temps-là. Ouais. Mais maintenant, quand j'ai commencé à vendre des autos, plus mainstream, on va dire, plus traditionnel, ben j'ai commencé après ça à m'éduquer puis à vouloir puis à envier des véhicules un peu plus nichés, puis de quoi qui me rendait nostalgique d'une époque que j'ai pas connue, d'une époque que je me suis fait raconter, ou encore des autos que j'aurais jamais pu penser acquérir un jour, mais que de par le concessionnaire, puis le fait que c'est un garage, puis qu'on est capable de l'acheter à meilleur prix normalement, ben là, effectivement, on a élargi les horizons, puis quand tu commences à avoir un processus psychologique de ce que tu recherches, ben, t'es prêt à faire des distances incroyables pour aller acheter ou vendre des trucs, tu sais. C'est où le plus loin que tu as acheté un véhicule? Le plus loin que on a acheté un véhicule en France. En France, on en achète quand même pas mal. Tu sais, avec un de mes chums, on a acheté un au Japon. On a acheté des chars au Japon avec Carl. Je peux même pas... en Allemagne récemment. Mais où c'est qu'on en a vendu aussi, c'est surtout ça. Mais tu sais, il n'y a pas que les chars. Moi, je te dirais qu'il y a un pendant qui est assez significatif chez nous. Mon atteinte cérébrale se situe beaucoup au niveau des VTT puis vintage. Tout ce qui est des 3 roues, moi, c'est une passion épouvantable. Puis Pourquoi? J'ai l'impression... Ça représente quelque chose qui est rendu interdit. Ça représente une liberté. Ça représente des pilotes que, quand j'étais jeune, je voyais sauter, je veux dire, les composantes mécaniques là, de ces 3 roues-là, ben il y a tellement de monde qui se sont tués, qui ont arrêté d'en produire. Puis là, les gars arrivaient au fond là-dedans, ils jumpaient 25 pieds, puis 150 pieds de long, puis ça m'a toujours fasciné, tu sais, puis ils en ont peu produit aussi. J'aime les trucs, tu sais, ils en ont fait 40 000, dans le fond, des 3 roues sport, 2 temps, comme moi j'aime, c'est-à-dire toute marque japonaise confondues. Là. Ouais. Les marques principales, il y en a eu d'autres, là, parce que quand tu commences à rentrer dans cet univers-là, tu te rends compte qu'il y a des préparateurs et des compagnies indépendantes qui ont vu le jour et qui en ont créé aussi. Puis ça, c'est un peu capoté. Puis c'est là que maintenant, il y a des heures de sommeil qui ont manqué puis qui ont... mon associé, il m'aimera pas ça, je dis ça. Mais maintenant, je suis parti en voyage, puis tu sais, quand j'ai rien à faire, maintenant, je compulse. Puis là, ben, j'achète des trucs, puis tu sais, maintenant, j'ai acheté 26 3 roues en vacances. T'es parti 2 semaines d'acheter 26! Et ceux qui pensent qu'un vieux 3 roues, c'est 250$, vous allez tomber en bas de votre chaise. Tomber en bas de ta chaise, puis ça a fini, cette histoire-là, qu'à un moment donné, je me suis ramassé avec un entrepôt de 10 000 pieds carrés, avec 113 machines cordées dedans. Ouais. Toutes des 3 roues. Des 3 roues, des 4 roues, puis des affaires vintage. Des affaires qui m'ont... Soit que j'ai eu, soit qui me rendent émotif. Puis là, après ça, après avoir rempli cet entrepôt-là, la mission, c'était, si je trouve, par exemple, le même modèle, mais en meilleures conditions que lui, je possède, je le change. Fait que là, tu sais, moi, je dis tout le temps, les gens pensent que je suis un vendeur. Non, moi, je suis un acheteur exceptionnel. J'ai appris à vendre pour me débarrasser. Acheter d'autres choses. Acheter d'autres choses, exactement. Ouais, puis toi, t'as comme. En gardes-tu des véhicules pour toi, là? Tu dis, ça là, je le vendrai jamais. Ouais, mais c'est ça, c'est l'affaire que. C'est Fontaine, je ne boirai plus jamais de ton eau, j'imagine, là. Mais je dis tout le temps, je ne le vendrai pas. Mais quand je check, dans mon cellulaire, j'en ai une wishlist carrément. Toutes les autos par marque en ordre alphabétique que je veux posséder sont marquées. Oui. Puis quand j'en ai une, je mets un crochet à côté ou je l'efface. Et là, je me dis, je la garde, mais là, je check que je m'en viens plus vieux. Puis ma liste, on dirait que des fois, j'en rajoute plus que je n'en enlève, tu sais. Parce que, veux pas, avec la connaissance, l'expertise, ben tu rajoutes des modèles dont tu ignorais l'existence même un an avant. Fait qu'éventuellement, ben là, la liste, ça n'arrête pas de se rallonger. Fait que je suis contraint de les vendre, 1, par manque de liquidité, 2, par manque d'espace, évidemment. C'est triste, hein? Voilà. T'imagines-tu les Matchbox qu'il devait avoir, lui, quand il était jeune? Puis surtout, tu sais quoi? Les Hot Wheels, là? Puis surtout, tu sais quoi? Parce que je veux les rouler. Tu sais, on dit, dans ma trentaine, je prenais...
ça allait vite. Là, quand tu ouvres une business, puis que il y a du monde qui vient travailler là, la vie de ces gens-là dépend, puis tu veux te faire des relations, puis tu le quittes, mais éventuellement, tu n'as pas le temps de rouler ces chars-là. Même si on a 40, là, ben, n'importe qui va te le dire, vous avez des vies professionnelles occupées. Si en plus de l'aviation, tu aimerais la voile, ben, il y en a clairement un des deux que tu vas négliger. Fait que, à avoir 4 chars parqués d'un entrepôt, 10 chars parqués... Je préfère en avoir 1, 2, 3, dont je me sers, puis que quand je fais mon deuil, j'appelle ça, c'est Carl qui m'a appris ça, les sortir de mon système. Oui. C'est son expression. Faut que tu le roules suffisamment pour dire j'en ai quand même assez profité. Moi, dans ce temps-là, j'appelle ça me libérer ou le sortir de mon système. Là, je dis OK, j'ai assez profité de ce rêve-là, on va passer à un autre rêve. Puis tu sais, qu'est-ce que ça fait en plus, c'est que ça génère des souvenirs à chaque achat, à chaque vente. Puis je me rends compte que dans tout ce qui est plus analogue, vintage, soit les 4 roues, soit les 3 roues, soit les chars, à chaque fois que je fais une transaction, c'est l'humain qui m'intéresse. Puis dans le fond, je me suis rendu compte que oui, j'aime les chars, mais c'est pour aller au contact de l'humain. Puis c'est sûrement une des seules inventions dans ce monde-là qui rejoint toutes les classes sociales, toutes les professions. Il n'y a personne qui... Du bord que c'est un besoin de transport. C'est un besoin. Puis là, il y en a une grande quantité de gens qui ont été passionnés de ça. Puis éventuellement, ben, quand tu les rencontres, ben, tu te fais des amis, tu sais, puis tu leur parles. À notre niveau de maladie, on est loin du besoin de transport. Non, mais ce que je dis, c'est que ça rejoint tout le monde de un, parce que tu as besoin de te transporter, puis de deux, là, après ça, c'est le cheval de l'époque. Fait que là, ben, moi, ce que j'aime, c'est quand tu vends le char, puis là, si tu l'avais pas gardé, il serait arrivé telle affaire, mais vu que tu l'as vendu, il est arrivé telle affaire, tu sais. Je veux dire, Bertrand est impliqué dans plein de causes caritatives, puis sérieusement, on en reparlera tantôt, mais ça me fait penser, tu sais... on en reparlera tantôt. On peut en parler déjà 1h30 de fête. Ouais. Ça a l'air niaiseux, là, mais à un moment donné, on peut pas faire 3 heures. Tu sais, un moment donné, ben, il y a plein d'affaires que je pourrais raconter, mais ça me fait penser à ça, vu que Bertrand est là. Tu sais, aussi banal qu'acheter un véhicule qui... J'ai eu le privilège extrême, disons ça, d'avoir pu acheter sur la compagnie, avec la compagnie, des autos exotiques, puis des autos plus rares, tout ça. T'sais. Puis parmi celles-là, un jour, j'ai acheté une Porsche 911 Targa parce que je capote ces Targa. J'en ai eu des plus vieilles, mais pendant cette période de temps-là, j'avais un client qui voulait une Targa plus récente, puis surtout manuelle, parce qu'on sait que la valeur de revente à long terme des manuels est toujours supérieure. Tu vas vendre ton char d'abord au pire le même prix, mais surtout plus rapidement. Parce qu'il y a beaucoup moins de boîtes mécaniques qui sont produites. Puis les clients qui veulent ça, ils ne veulent que ça. Fait que dès que tu affiches le tien, il faut toujours que tu regardes l'éventail avec quoi tu te compares sur le marché. Si tu es le seul à avoir une boîte mécanique ou tu es deux, bien, éventuellement, ton auto va être vendue avant celle qui avait une PDK, par exemple. T'sais. Fait que j'avais acheté une Targa 2019, boîte manuelle, 7000 kilos, assez récemment. T'sais. Puis, il y a un type qui vient au bureau, puis il vient se présenter avec sa famille, puis tout ça, puis il rentre, puis il nous dit... Le gars, il a l'air comme d'avoir une maladie ou d'être handicapé. Okay. Mais quand même, je peux pas te dire ce qu'il y a a priori. T'sais. Puis il se présente, puis il dit, moi, j'ai toujours voulu conduire puis embarquer dans une voiture exotique, puis c'est vraiment mon rêve, puis j'aimerais ça faire ça. Puis nous autres, on est un concessionnaire. Il faut comprendre que les chars sont pas assurés individuellement, ils sont assurés sur une flotte de véhicules, ils sont pas immatriculés, c'est dans le but de les revendre éventuellement. Si je les prends avec une plaque temporaire X, ben c'est dans le cadre d'un essai routier, dans le but de la vente, mais pas nécessairement dans le but d'assouvir le rêve de quelqu'un, tu sais, je veux dire. Puis là, le gars, il nous dit qu'il est demain, le lendemain, dans le fond, c'est un processus de fin de vie, puis que le lendemain, il va se faire injecter, puis dans le fond... voyons donc. L'aide médicale à mourir. Il y a une maladie, dans le fond, qui est non curative, puis qui est terminale. Puis lui, il voudrait dédier la dernière après-midi de sa vie à faire partie de l'expérience de c'est quoi une exotique. Je te jure, mon gars, là, c'est incroyable. Tu sais, je veux dire, des fois, je check j'ai pas fait de vidéo avec ça, puis ni rien, mais... je pense que c'est un de mes vendeurs qui est allé, qui est super empathique, puis qui est connecté avec le gars, puis tout le kit, puis en même temps, ça a fait faire un beau moment pour essayer ce char-là. Puis en plus, la Targa était vraiment appropriée parce qu'il y a de la misère à se plier. Fait qu'en baissant le toit, ben, il était capable de se prendre après l'arceau puis de s'asseoir dans le char littéralement. J'ai des vidéos de ça. Puis le gars, il était sur l'autoroute en 6, puis donne-y-en. Puis en plus, il y avait comme un échappement modifié, fait que le char, il faisait du son. On sait que la sonorité, c'était magique, tu sais. Ça, c'est une affaire que j'ai bien gros aimé récemment. Oui, il y a des trucs un peu plus cocasses. Ça l'était pas, mais c'était un moment d'humanité extraordinaire. Puis je voulais faire le pont avec... Tu sais, que je te disais que j'achète des chars puis j'en vends pour rencontrer des gens. Puis ça, c'était une des rencontres récentes les plus significatives que j'ai eues. Voilà.
un peu bouche bée, je te dirais. On va changer vraiment de style parce qu'on s'en va à la petite vite. Une petite joke de char rapide, bien Mais smooth. c'est ça qu'on s'est dit. Pour terminer nos podcasts, on va essayer ça. On va finir ça avec une joke de char. Peut-être que ça va être un bid total et que c'est la seule fois qu'on va le faire. Peut-être pas. Mais je vous le dis, ce ne sera pas toujours moi. Il va falloir c'est contribuer à votre tour. Ouais. Bon, moi, dans mon cas, je suis porte-parole du groupe L'Ami Junior ambassadeurs. Ils sont au Saguenay, ils sont à Charlevoix, ils sont à la Côte-Nord, ce qui fait que je peux aller souper beaucoup plus souvent que mon chum Pat parce que je monte plus souvent au Saguenay. Fait que ça, c'est du pur bonheur. Puis moi, je suis le type de conducteur qui... Moi, la veille, mon véhicule est plein. Puis là, le matin, je prends mes cafés, mes affaires, mes bouteilles d'eau. Je frappe la route, comme disaient les Anglais, et je roule. Puis je déteste arrêter. Moi, si je manque pas d'essence... Et là, ce matin-là, 2 cafés à l'hôtel, 1 café au McDo, 2 bouteilles d'eau en descendant. Ça sent la chiasse? Non, je commence juste à avoir une solide envie de pipi. J'ai une vessie de compétition. D'habitude, je peux battre des records du monde, mais là, je sens que le record, je me rendrai pas à la maison. Donc, je dois arrêter dans une halte routière. Mais ça fait partie des moments où est-ce que tu essaies de débarquer du camion puis tu dis... Je suis pas capable de mettre le pied à terre, ça fait trop mal. Oh boy, OK. Donc, je me tortille de peine et de misère dans la halte routière, un endroit toujours aussi agréable pour son petit pipi de route. Et là, pendant que je m'installe, je ne sais pas si je parlais en même temps au cellulaire, mais le monsieur qui est assis dans la cabine et qui se donne fait « Hey, comment ça va? » Come on, là, ça prend toute ma concentration pour dézipper le zipper puis me préparer, puis je fais... Correct, on se dépêche. Là, ça commence, je tremble. Mais ça me tente pas de parler, tu comprends? Ouais. Fait que personne fait... Puis, grosse journée? Pas pire. Là, je commence mon 3 minutes de pur bonheur et d'extase. Fait qu'il fait... de la route, comment ça va? Puis, de la route pas mal. Tu fais après? Là... j'ai hâte de finir, mais ça donne que je finis pas, tu sais. Fait que, je m'en vais direct chez nous puis je me couche. Fait que je dis, il va me sacrer patience, tu sais, je vais pouvoir finir. Farouche, ça, Carl? Et là, j'entends 3, 4, 5 secondes, puis il dit, excuse-moi, buddy, je te rappelle, il y a un tata qui me répond dans le stall à côté. Bravo, tu veux. Et j'ai recyclé une joke vieille de 25 ans. Pour tout. Rien ne se perd, rien ne se crée, en tout cas. Hey, Bertrand, merci beaucoup pour ta visite. Merci, les gars. Ça a été vraiment immense plaisir. Ouais, t'as comme brisé la glace de ce beau podcast-là. Merci de me donner cet honneur-là. Tu vas pouvoir dire ce soir en rentrant à la maison, chérie, j'ai fait trace de break. Pas sûr qu'on va comprendre si elle n'était pas au courant de ton agenda, là, mais t'as dit ça comme ça. Merci aussi. Et d'ailleurs, c'est pas une faute d'orthographe. Break, c'est vraiment prendre une pause entre amis. Donc, il y a beaucoup de mes amis qui me disent « Hey, Carl, d'habitude, l'orthographe, toi, c'est important. » Non, c'est voulu. C'est qu'on te souhaite pour la suite, Bertrand? Continuer de vivre de la passion, de la partager, parce que ça c'est un privilège. Tu réussis bien jusqu'à maintenant, parce que ça a marché, en tout cas. On est conquis. Ouais, merci aussi à toute l'équipe de la Poche Bleue, Guillaume et Maxime, Louis-Philippe Doré, merci à Simon Cowen, Vicky Bouchard, et Julia aux médias sociaux. D'ailleurs, on vous invite à nous suivre sur les médias sociaux. Là. On a tous mis ça là, sur TikTok, nos Facebook, pages respectives. Instagram, nos pages respectives, mais aussi les pages de Traces de Break, parce qu'on a mis ça en œuvre. Et questions, commentaires, suggestions, allez-y. Nous autres, d'épisode en épisode, on va prendre évidemment note de tout ça, puis on va s'ajuster à ça. Deuxième épisode, c'est Babu qui va venir nous voir. Fait que, on se revoit au prochain épisode. Salut! Traces de Break était une présentation des stations Arnois. Faites le plein d'aventures. Et d'Ocase, premier sur les opportunités.